Donc, bienvenue donc à ce webinaire qui a été décalé de quelques jours, faute, dirons-nous, d'avoir anticipé un peu notre démarche. Aujourd'hui, le président, Philippe Renaudie, est en train de se faire toiletter à l'instant, là, parce qu'il se fait beau pour ce soir. N'oublions pas qu'il a une intervention importante sur la 3, et donc il voulait à cet effet, dirons-nous, être en forme, et surtout préparer son sujet dans lequel certains vides existent encore en fonction de ce que nous dira le Premier ministre ce soir. Je vous invite donc éventuellement à poursuivre après ce webinaire la vision avec l'UP à travers notre président. Donc aujourd'hui, en effet, je le représente sur un sujet peut-être où il a voulu de manière délibérée me donner la responsabilité, étant donné qu'on ne parle pas d'aide, on ne parle pas de support financier, on ne parle pas des grands thèmes qui ont agité le monde, dirons-nous, économique et qui ont été largement relatés à travers de nombreux webinaires. On va parler de la responsabilité pénale du dirigeant. Et à ce titre, donc, juste un petit rappel, le côté anxiogène qu'a créé cette approche nous fait juste dire au sein du MEDEF que nous avons en effet une grande obligation de moyens, étant donné aujourd'hui le descriptif très précis qui nous a été fait pour la reprise de nos activités. Mais nous n'avons pas forcément une obligation de résultat. Rappelons-nous que nous ne sommes pas, dirons-nous, des spécialistes du Covid. Donc, on va en débattre sur les sujets qui sont purement juridiques, mais également par l'intervention de 4 intervenants qui vont nous relater ce qui s'est passé, entre guillemets, dans ce qu'est leur secteur. Je veux citer donc Valérie Nioul, que je remercie ce soir d'être là, Monsieur Gaëtan Maillet également, Patrice Moulard, que l'on connaît de longue date, et moi-même qui clôturerai pour la partie industrie. Donc, chacun se présentera. Je ne garderai pas la parole plus longtemps. Et pour terminer, bien sûr, on ne pouvait pas imaginer que ça puisse fonctionner sans un chef d'orchestre. Alors, la personne donc de Marielle Waliki, qui se débat comme une malade, il n'y a pas d'autre terme, depuis le début de cette crise, pour nous tenir au courant et nous informer. Je l'en remercie au nom de l'UPE et au nom de son président. Et rapidement, je lui passe la parole pour entrer dans le vif du sujet. À toi, Marielle. Merci beaucoup Daniel, merci à vous d'être présent ce soir. Quand j'ai imaginé ce sujet, puisque je savais que malheureusement les choses en arriveraient là à un moment donné, j'ai voulu constituer une équipe, bien évidemment, une équipe pluridisciplinaire, puisque c'est une de mes spécialités d'essayer de mettre des liens entre les personnes et d'avoir une vision transversale. Et donc, je savais que j'aurais à intervenir sur la question la moins drôle, je vous préviens tout de suite, qui est tout le cadre juridique de la responsabilité pénale, mais je voulais surtout partager avec différents points de vue de différents secteurs d'activité, que ce soit dans le tourisme, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans l'industrie, et faire intervenir des témoins. Puisqu'une fois qu'on a posé le cadre juridique, ce que je vais faire en premier, j'avais envie de voir comment, dans les différents domaines d'intervention, dans les différents secteurs, quelle avait été la perception et surtout, quels sont les tuyaux. Parce qu'aujourd'hui, le but, ce n'est pas de vous inquiéter. Le but, c'est de vous prévenir, de vous dire, voilà, un jour, vous risquez de rencontrer ce genre de difficultés techniques, c'est un euphémisme, difficultés techniques, voilà comment vous pouvez vous prévenir à l'avance pour que ça n'arrive pas. Voilà comment faire pour que si un jour vous deviez être entendu par un juge d'instruction dans le cadre d'un dossier, voilà comment vous ne risquerez le moins les choses. Voilà comment vos entreprises et vous-même, vous devez être protégés. Donc, cette équipe transversale, eh bien, il y avait Daniel, bien évidemment, qui est donc conseiller spécial du président de l'UPE, qui a pris la parole en premier et qui a donc intervenu tant en sa qualité de conseiller spécial qu'en tant que directeur général de la société Hostile Light, qui est également président de l'UIMM Côte d'Azur et qui clôturera donc sur son intervention technique cette intervention. Il y a également Gaëtan Maillet qui est leader en Easy Return activateur durable chez Decathlon, qui va nous montrer comment son entreprise s'est parfaitement positionnée dans cette crise sanitaire inédite où on a été tous un peu en état de sidération. Eh bien, Decathlon, ils ne sont pas restés longtemps sidérés, ils sont vite passés dans l'action. Patrick Moulard, qui est président fondateur de la société PACA Montelec, qui est vice-président BTP, qui interviendra quant à lui sur le Covid-19 dans le bâtiment, avec l'application du guide métier et l'obligation de moyens des entreprises de la construction. Valérie Nioul, qui est DRH à l'hôtel Le Negresco, qui abordera le thème on ne peut plus stratégique, et je dirais qu'on est en pleine actualité en temps réel, puisque notre Premier ministre va prendre la parole pour parler de l'ouverture des hôtels-restaurants. Donc Valérie est
en plein suspense, si j'ose dire encore, et elle va vous intervenir sur le thème « Concilier enchantement client », ce que faisait jusqu'à ce jour le Negresco sans aucune hésitation et de façon absolument merveilleuse, avec le Covid-19 et l'obligation de sécurité résultat sur ses employés et pour les clients également une obligation de protection et des fournisseurs. Et moi-même, et je vais commencer donc par vous déterminer ce cadre juridique en espérant être aussi pragmatique et accessible que possible, parce qu'en 15-20 minutes, je vais vous résumer ce qui pourrait être l'objet d'une cinquantaine ou soixantaine de cours à la faculté ou même aujourd'hui de formation pour les professionnels d'avocats. Donc le but, c'était pas de faire de vous des pros du droit pénal, c'était que vous ayez des clignotants rouges qui s'allument de temps en temps et que quand ces clignotants rouges s'allument, vous sachiez quoi faire. Allez. Alors, à la fin de chaque intervention, vous aurez la possibilité de poser des questions sur le chat. Et puis, on repassera la parole après chaque intervenant. Et à la fin de toutes les interventions, il y aura encore un temps de parole important pour vos questions, parce que le but, c'est que nos interventions soient le plus ciblées et le plus accessibles et que vous ressortiez aujourd'hui de ce webinaire en vous disant, bon, ok, il y a des choses compliquées à gérer, mais je sais comment je vais faire pour protéger mon entreprise et subsidiairement moi-même, chef d'entreprise. Parce que la responsabilité que nous envisageons aujourd'hui, c'est la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Allez, c'est parti. Alors, comment rendre simple quelque chose qui n'est pas forcément en étant aussi accessible que possible? Vous aurez bien évidemment, et ça c'est un préalable également que je voulais faire avec vous, ce webinaire est enregistré. Vous le retrouverez bien évidemment sur la chaîne YouTube de l'UPE. Vous le retrouverez également sur ma chaîne YouTube, sur les sites internet des différents intervenants. Donc, et vous aurez accès à ces PowerPoints qui vous permettront, si vous ne prenez pas de photos des pages écran, mais en tout cas de pouvoir les consulter en ayant les différents articles de loi, les différentes jurisprudences. Parce qu'il est important que vous puissiez garder une trace de tout ça, parce que vos mémoires, même si je n'en sous-estime aucune, vont avoir du mal à retenir parce que mon intervention est un peu dense. Alors, c'est parti. La loi du 23 mars 2020, puisque ça commence par là, a déclaré l'état d'urgence sanitaire et a instauré des dispositions spéciales dans le Code de la santé publique aux articles L3131-12 et suivants. Ça, c'est la première chose qui est intervenue. La deuxième, c'est un décret du même jour, qui a été modifié d'ailleurs plusieurs fois depuis, où le gouvernement a décidé d'établir des mesures exceptionnelles afin de limiter la propagation de ce virus. La troisième, c'est la loi de prorogation de l'état d'urgence sanitaire qui a été adoptée le 9 mai 2000 et qui a été soumise au contrôle du Conseil constitutionnel le jour même, sans critique, et publiée au journal officiel du 12 mai. Voilà le démarrage du cadre légal. Très rapidement, avec la slide d'après, vous allez voir qu'on va rentrer directement dans la technique. Alors là, cette loi du 30, qu'est-ce qu'il y a? Ce n'est pas, vous imaginez bien, que la responsabilité pénale du chef d'entreprise existait avant cette épreuve, cette situation totalement inédite. Et c'est en fait une loi du 30 juillet 2000, dite loi Fauchon, qui a encadré la responsabilité pénale du chef d'entreprise en introduisant dans l'article 121-3 du Code pénal. Je vais vous lire très peu de choses parce que sinon ça redeviendra totalement indigeste, mais quelques petites notions que vous avez tous peut-être dû connaître. Il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre. Donc oui, important, l'élément intentionnel est là et c'est un des éléments fondamentaux. Toutefois, lorsque la loi le prévoit, il y a délit en cas de mise en danger délibérée de la personne d'autrui. Et là, je vous ai mis en orange les mots-clés. Parce que sinon, alors c'est pas aussi indigeste le droit pénal que les articles du Code général des impôts, mais pour autant, il faut quand même être un peu aguerri pour que ce soit accessible. Qu'est-ce qui est prévu? Il y a également délit lorsque la loi le prévoit en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. S'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales, compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions, de ses fonctions, de ses compétences, que du pouvoir et des moyens de disposer. Donc là, c'est quand il est effectivement en première ligne de chef d'entreprise. Vous avez vu, vous commencez à ressentir ce que va être le cours de mon intervention. Dans un deuxième temps, ce n'est pas parce que lui-même, le dirigeant, n'est pas en première ligne que s'il y a des erreurs dans son entreprise, eh bien, il peut être exonéré de toute responsabilité. Donc, le deuxième alinéa, effectivement, va déterminer qu'est-ce qu'il se passe et quand il y a une faute caractérisée. On va revenir, bien évidemment, sur cette notion dans la slide qui suit.
L'exigence d'une faute, oui, ça va de soi. Là-dessus, il n'y a pas de contestation. Vous, dirigeants, et quand je dis dirigeants, c'est chef d'entreprise artisanale, commerciale, industrielle, profession libérale, artisan, commerçant, micro-entreprise. C'est le chef d'entreprise. C'est pour ça que ça touche autant de personnes susceptibles de voir leur responsabilité engagée. Alors là, tout de suite, en préalable, j'aurais dû le dire peut-être dès le départ, mes petits tuyaux d'aujourd'hui ou les déterminations de la jurisprudence ne vont pas vous permettre d'être exonéré de l'engagement de la responsabilité. C'est-à-dire que s'il y a différents salariés, inspection du travail, qui engagent votre responsabilité, on ne peut pas les en empêcher, les gens, de faire ça. En revanche, ce qu'on peut, c'est vous protéger pour que de façon préventive, vous sachiez quoi faire pour que votre responsabilité pénale ne soit pas retenue, que vous ne soyez pas condamné. Donc, il me semblait important de faire cette différenciation entre l'engagement et le fait que votre responsabilité soit retenue. Alors, l'exigence d'une faute. Alors, cette faute, il faut qu'elle soit délibérée et constituée par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière toujours prévue par la loi ou le règlement, et caractérisée, c'est-à-dire désignant une faute dont les éléments sont marqués par une certaine gravité, que ce soit par une imprudence ou une négligence d'une particulière évidence. Elle consiste à exposer autrui en toute connaissance de cause et par un acte positif ou par une abstention grave à un danger. Alors ça, cette dernière partie, c'est un tribunal de grande instance. Aujourd'hui, ça n'existe plus. On parle de tribunal judiciaire, mais à l'époque, c'était un tribunal de grande instance de La Rochelle, dont effectivement une décision de première instance du 7 septembre 2000. Autre exemple, et là, c'est la Cour de cassation, la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 17 février 2009, qui considère que le défaut d'information des salariés peut constituer une faute caractérisée. Alors, je ne sais pas si vous voyez l'étendue de votre responsabilité. Donc, d'où le fait qu'il va falloir informer et communiquer. Alors, cette cadre, juste une toute petite slide pour dire que le cadre juridique de la responsabilité pénale des personnes morales et non plus des personnes physiques. Moi, aujourd'hui, j'ai vraiment attaché mon intervention sur les personnes physiques, mais sachez qu'il existe un article 121-2 du Code pénal qui détermine que les personnes morales sont responsables et peuvent engager leur responsabilité. Donc, je ne veux pas perdre de temps plus, mais sachez que, bien évidemment, la double responsabilité peut être engagée. Alors, là aussi, je vais balayer assez rapidement parce qu'au départ, dans mon intervention, j'ai essayé d'être exhaustive. Qui dit être exhaustive, dit être trop longue. Donc, j'avais fait, mais pour toujours essayer de dédramatiser la situation, si j'ose dire, et pour toujours essayer de vous former pour que vous ne soyez pas inquiets, j'avais fait une slide sur chaque infraction pénale qui pouvait être qualifiée et vous être reprochée dans le cadre de cette crise sanitaire, et en plus de celle qu'on a déjà déterminée, qui est celle prévue par l'article 121-3 du Code pénal. Et pour que ces mots que vous connaissez, parce que dans le langage, parce que les séries policières, parce que tout ça, vous connaissez ces mots, ne vous inquiétez pas. C'est la mise en danger délibérée de la vie d'autrui. Donc vous voyez, les termes sont graves. C'est l'article 223-1 du Code pénal. L'omission de porter secours à une personne en danger. C'est l'article 223-6 du Code pénal. L'homicide involontaire. On arrive dans des notions de plus en plus graves. Les blessures involontaires. Alors, et bien évidemment, les manquements de l'employeur en matière d'hygiène et de sécurité. Donc, toutes ces slides, vous les aurez. C'est toutes les infractions pénales qui sont liées directement à cette crise du Covid et qu'on peut vous reprocher. Et vous risquez de ne pas comprendre si un jour vous recevez une convocation devant un OPJ ou devant un juge d'instruction. Comment ça, homicide involontaire? Mais moi, j'ai rien fait. Donc, on peut vous le reprocher, ne soyez pas inquiets, mais en revanche, il va falloir voir comment s'en sortir. Et j'en ai rajouté deux autres, ce n'est pas en lien direct, mais vous verrez que oui, le délit d'entrave et l'obtention frauduleuse d'aide publique. C'est en lien directement avec cette crise sanitaire que nous traversons, et le délit d'entrave existe déjà, c'est l'article L 2328-1 du Code du travail. Vous le savez, quand vous avez des IRP, organisation représentative du personnel, alors c'est un CSE, c'est un ancien CHSCT, peu importe, vous le savez qu'ils ont effectivement des droits extrêmement précis. Et si vous les empêchez de mener à bien leur mission syndicale, ça s'appelle le délit d'entrave. Alors c'est vrai qu'en France, les syndicats, et j'espère que je n'offusquerai personne, mais j'enfonce une porte ouverte, on a l'impression toujours qu'il y a une opposition entre syndicats de salariés, syndicats d'employeurs, et là, il va falloir que ça ne soit pas le cas. Notre pays, et je ne veux pas être moralisatrice, on a déjà un certain nombre de personnes qui sont décédées, c'est des personnes physiques, mais on va avoir une hécatombe d'entreprises qui vont déposer le bilan, qui vont être en situation grave. Donc c'est une époque où il va falloir être solidaire.
Et les personnes qui vont prendre la parole avec moi, et c'est tout l'intérêt de cette intervention croisée, vont vous expliquer ce qu'ils ont fait dans leur entreprise pour protéger leurs salariés tout en étant solidaires, tout en respectant la loi, tout en continuant à faire du commerce, tout en essayant de faire des bénéfices. Ce n'est pas un gros mot de vouloir faire des bénéfices quand on est une société en France. Mais donc, ce délit d'entrave, il va falloir qu'il y ait vraiment je dirais, une discussion encore plus importante que d'habitude avec vos syndicats, avec vos délégués syndicaux, avec vos CSE, pour que justement, vous ne risquiez pas une aggravation. Parce qu'en temps normal, délit d'entrave, bon, c'est pas très grave, mais c'est pénal quand même, c'est une infraction pénale. Hein. Mais en ce moment, ça va être aggravé. C'est le moment où il ne faut pas court-circuiter les institutions représentatives du personnel. Il faut les consulter, mais je reviendrai après. Dernière chose, parce qu'on est toujours dans le pénal, et votre responsabilité pénale peut être recherchée, si vous avez fait des déclarations frauduleuses pour obtenir des aides publiques. Là, c'est l'article 441-6 du Code pénal. Bien évidemment, votre responsabilité pourra être recherchée. Mais là, on n'est pas vraiment dans le lien avec le Covid, même si ça a un lien, bien évidemment, parce que ça sera l'occasion de ces fermetures de vos établissements, de vos entreprises, de ces confinements, que vous avez fait des demandes d'aide. Donc, c'est en lien. Mais donc, faites attention. Il faut que tout soit effectivement, que vous fassiez des déclarations qui soient justes, intègres. Et comme vous faites les déclarations pour l'activité partielle, notamment en fin de mois, je dirais que le droit à l'erreur, il est plus difficile à défendre, même pour un avocat. Voilà, donc il y aura une slide sur chaque infraction pénale, mais je n'ai pas envie de perdre de temps là-dedans, puisque il me semble que j'ai des choses plus importantes à vous dire ailleurs. Alors, petit focus là aussi sur la délégation de pouvoir. Alors, que ce soit dans le BTP, que ce soit dans l'hôtellerie et la restauration, vous savez que vous avez des responsabilités très importantes, notamment en matière d'hygiène, de sécurité, et que vous allez peut-être donner des délégations de pouvoir à vos chefs de service. Il va falloir faire particulièrement attention, et ça sera mon premier, c'est même plus une astuce, là c'est du droit pur. Donc, je vous rappelle le contour juridique. La délégation de pouvoir valablement conclue permet d'exonérer l'employeur de toute responsabilité pénale. Donc, c'est effectivement très séduisant, à la condition qu'il n'ait pas personnellement participé à la réalisation de l'infraction. Donc là, quand je vous mets crime, c'est que c'est des arrêts de la Cour de cassation, de la chambre criminelle de la Cour de cassation, un de 2003, un de 2012, parce qu'effectivement, c'est trop facile de dire ah, « mais moi, j'ai donné une délégation de pouvoir alors bon, à mon chef de chantier, donc moi, je ne suis pas responsable. » Si vous avez participé et si vous saviez qu'il y avait une difficulté, vous ne pourrez pas vous exonérer par le simple jeu de la mise en place et de la mise en jeu de la délégation de pouvoir. Donc, par ailleurs, dans cette crise sanitaire, vous devez vous assurer de l'effectivité des délégations de pouvoir en matière d'hygiène et de sécurité. Ces délégations doivent être accordées aux personnes le plus à même de mettre en place le respect des règles d'hygiène et de sécurité. Donc là aussi, et je dirais assez souvent quand même, le droit se rapproche d'un certain bon sens, d'une honnêteté intellectuelle, on pourrait parler d'éthique, mais en tout cas, on rentre sur autre chose qui pourrait ressembler à de la morale. Moi, je parle du droit pur. Effectivement, si vous avez délégué une responsabilité à quelqu'un qui ne connaît absolument rien en matière d'hygiène et de sécurité, vous ne pouvez pas lui demander d'être responsable et d'en répondre devant les tribunaux. Donc là, si vous êtes de bonne foi là aussi, et si vous êtes un chef d'entreprise qui a réfléchi à son organigramme, vous n'avez donné des délégations de pouvoir qu'à des personnes susceptibles d'en assumer la responsabilité. Ça, c'est la première chose importante. Petit conseil pratique. Effectivement, on nous dit que la délégation de pouvoir n'est pas obligatoirement écrite. Si. Alors là, je vais vous dire que oui, il faut qu'elle soit écrite. Et ça sera une slide un peu plus tard, ça sera la charge de la preuve. Vous devez rapporter la preuve que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Donc, si vous voulez rapporter la preuve, il faut un écrit. Mais de façon générale et indépendamment de la crise sanitaire, je pense qu'il est indispensable que les délégations de pouvoir soient faites par écrit et par ailleurs, quand elles ne sont pas directement dans le contrat de travail et qu'elles font l'objet d'un avenant, on va considérer qu'on rajoute une responsabilité supplémentaire à un chef de service ou à un cadre. La plupart du temps, ce sont quand même des cadres. S'il n'y a pas de contrepartie financière, ça peut être limite. On ne peut pas rajouter une obligation à quelqu'un sans lui donner une contrepartie. Donc, vous voyez, la délégation de pouvoir, c'est quelque chose de stratégique et important. Deuxième chose, vérifier la chaîne de délégation de pouvoir et des subdélégations pour éviter ce qu'on appelle les trous dans la raquette. Ça m'a toujours fait rire cette expression. Alors, c'est-à-dire que là, par exemple, vous êtes PDG, vous avez donné à votre DG, qui peut donner au DG adjoint, qui va par exemple pour un hôtel ou un restaurant donner une délégation de pouvoir à son chef de cuisine, qui va lui-même le donner à son second. Si à un moment donné, il y a un trou dans la raquette, ça ne marchera pas. Donc là, c'est le moment de faire un audit,
avec nos services RH, et c'est pour ça qu'il était fondamental que dans l'équipe, on ait une DRH qui n'a pas la même vision des choses que le dirigeant, qui a une vision complémentaire. Il était fondamental qu'on ait une DRH. Nous attendrons donc avec intérêt et impatience l'intervention de Valérie Mioul. Troisième chose, vérifier que les conditions de validité des délégations sont bien respectées. Garantie pour le délégataire de disposer de l'autorité, oui, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, des moyens et de la compétence nécessaires à l'application de cette réglementation dont il a la responsabilité. Donc, on ne peut pas juste d'un revers de la manche dire « Ah, mais moi, j'ai fait une délégation de pouvoir à quelqu'un. » Non, non, il faut que ce soit dans un cadre extrêmement déterminé. Voilà, donc attention dans vos boîtes, petit audit par votre DRH ou par, si vous êtes seul, vous n'avez pas de DRH, ou vous avez un RH, petit audit de votre délégation de pouvoir. L'atténuation de la responsabilité pénale. Donc, vous voyez, j'arrive à des choses qui deviennent un peu plus souples. Hein. Et effectivement, merci à nos sénateurs, quand même. Ça vient de nos sénateurs, c'est eux qui ont eu l'initiative de préparer un amendement visant à limiter la responsabilité pénale des dirigeants. Et cet amendement, même s'il a été discuté, modifié et malheureusement allégé, il a été intégré dans la loi d'urgence sanitaire du 9 mai 2020. Cette loi, elle a été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel et a donc été publiée au journal officiel le 12 mai et a créé un article L3136-2 du Code de la santé publique. C'est-à-dire que là, ils font référence, on arrive à une articulation, parce que sinon, si on a des lois et des articles qui ne viennent pas en articulation, on a des problèmes, ce qu'on appelle des contrariétés, enfin des problématiques judiciaires assez importantes. Donc cet article L121-3 du Code pénal, il est applicable en tenant compte des compétences, du pouvoir. Vous voyez, on retrouve toujours les mêmes mots, compétences, pouvoir et des moyens dont disposait l'auteur des faits dans la situation de crise ayant justifié l'état d'urgence sanitaire. Et là, ça y est, on a bouclé la boucle, ainsi que la nature de ses missions, de ses fonctions, notamment en tant qu'autorité locale ou employeur. Donc, vous voyez, on articule tout cela et on commence à avoir, je dirais, un contour juridique cohérent qui sera plaidé. Bien évidemment, nous n'avons aucun recul. Donc, aujourd'hui, il y a des choses que je suggère. Aucun recul, notre pays n'a jamais connu un état sanitaire pareil, n'a jamais connu judiciairement un état de crise pareil avec, je crois que j'avais compté entre le 9 mars 2020 et le 12 mai, on a eu 95 ordonnances, décrets ou lois de finances rectificatives. Et c'est pour ça que dès le début, c'est pour ça que je te remercie Daniel, notre cabinet a travaillé sur l'interprétation, chacun en fonction de nos compétences et de nos domaines d'activité, on a travaillé sur chaque ordonnance pour essayer de voir comment les rendre accessibles et comment transmettre ces informations à nos clients. Donc effectivement, on a transmis tout ça à l'union patronale, toujours dans le même état d'esprit, il faut être solidaire là. On ne peut pas se tirer dans les pattes. Il faut vraiment s'entraider, sinon ça va être une catastrophe pour tout notre pays. C'est ce que j'essaie d'expliquer aussi aux syndicats de salariés, c'est pas en faisant fermer des boîtes quand malheureusement on va permettre de recommencer à produire de la richesse et à créer des emplois sur notre territoire. Mais là on est sur un autre débat. Donc je vais revenir sur ma slide d'après. Donc on a compris le contour juridique. Qu'est-ce qui se passe en cas de contrôle? Alors, d'abord, qui peut faire un contrôle? Bien évidemment, et on le verra dans les décisions de jurisprudence, puisqu'il y en a 5-6 qui sont extrêmement récentes, l'inspection du travail dispose d'un pouvoir de contrôle, de respect de l'ensemble des dispositions applicables en matière de sécurité des salariés. Oui, ils ont le contrôle. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire à ce titre-là? Ils peuvent constater les infractions par procès verbal, la plupart le savent, hein. Ils vont transmettre au procureur de la République, et vous le savez, c'est le parquet qui a l'opportunité des poursuites. Donc, là-dessus, on ne maîtrise plus rien du tout. Hein. Et ils peuvent aussi saisir le juge judiciaire en référé, c'est un des cas de figure des décisions de jurisprudence que j'ai trouvées, pour faire cesser tout risque sérieux d'atteinte à la santé d'un salarié. Ces mesures édictées par l'inspection du travail à l'issue de la visite doivent être strictement respectées, parce que là, c'est sous peine de sanctions pénales et vous n'aurez plus le bénéfice du… Bon, en France, d'abord, on n'a pas le bénéfice de grand-chose puisque nul n'est censé ignorer la loi. Ça, c'est le préalable de départ. Mais pour autant… Si vous avez, on va arriver à les jurisprudences et vous verrez les cas de figure, on va considérer que vous ne pouvez pas tout savoir. Un chef d'entreprise, vous devez faire du business, vous devez faire du RH, vous devez tout savoir faire. Donc, on va avoir une certaine… Je pense que les tribunaux auront une certaine clémence. Mais en revanche, si l'inspection du travail est venue, a fait un rapport, met des préconisations et vous ne les suivez pas, là, il n'y aura plus aucune clémence. Donc, attention. Attention à tenir compte de façon très très importante des préconisations qui peuvent être faites par le médecin du travail également. Hein, mais j'y reviendrai sur le médecin du travail parce qu'il a un rôle décisif dans cette crise sanitaire
Et il ne faut pas l'oublier, et on avait déjà eu la loi El Khomri qui nous disait qu'il fallait en tenir compte, mais là, je pense que c'est encore plus fondamental. Alors, là, je vais intervenir de façon très ciblée sur des choses qui me paraissent fondamentales. Le DUER, le document unique des risques professionnels, je rappelle à tout le monde qu'il a quand même été créé en 2000, hein, donc on n'est pas sur quelque chose de récent, et que c'est applicable dans toutes les entreprises, il n'y a pas des seuils. Tout le monde doit avoir un document unique du personnel du moment qu'il a au moins un salarié. Ce document unique, il doit être actualisé Covid. Et vous le verrez avec les décisions rendues, c'est fondamental. Après, les choses simples, cohérentes, fonctionnelles et traçables. Jusque-là, c'est accessible. Qui peut consulter ce DUR? Tous vos salariés. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on met dans un coin, comme quelquefois certains chefs d'entreprise que j'appelle des coquins, qui nous cachent la convention collective ou le DUR. Non, on ne cache rien. Hein. Là, on est transparent, on est authentique, on est intègre, on est solidaire et on fait les choses bien. Bien sûr, le CSE. Le médecin du travail et l'inspection du travail, c'est une évidence absolue, mais je le dis quand même. Les agents des organismes de sécurité sociale, URSSAF, caisse de retraite, ça va de soi. Alors, petit exemple pragmatique. C'est rare qu'on ait à débattre, nous, avocats, d'abord on ne débat pas, généralement on plaide, hein, mais de décisions aussi récentes. On a eu une ordonnance de référé du 9 avril 2020, donc vous voyez, 1 mois et 10 jours, par le tribunal judiciaire de Paris, ce qu'on a appelé la jurisprudence La Poste. Alors, la jurisprudence La Poste, j'ai imprimé, mais je vais vous le voir, voilà. L'ordonnance fait quand même 21 pages. En référé, c'est inédit. Une ordonnance de référé, ça fait 3, 4, 5, 6 pages. Et effectivement, qu'est-ce qui se passe dans cette jurisprudence? Le tribunal judiciaire de Paris dit, attention, obligation de sécurité respectée, au regard des mesures adaptées, il n'y a pas de problème. Il y a 2 pages ou 3 pages de mesures qui ont été prises par la Poste, hein. Mais le DUER n'est pas adapté à la situation concrète des risques au sein de l'entreprise. C'est-à-dire, je ne connais pas le dossier, bien évidemment, hein, mais on ne peut pas se contenter de faire des copier-coller hein, de ce qui est prévu dans nos trames, dans nos accords collectifs ou dans les préconisations qui ont été faites. Il faut que ce soit adapté à votre entreprise. On ne peut pas paraphraser des choses. Et dans cette décision de jurisprudence, le tribunal judiciaire a reproché à la Poste que le document unique d'évaluation des risques ne portait pas sur l'ensemble de son périmètre d'intervention et de ses branches d'activité et métiers, en association autant que possible, et là vous voyez, c'est ce que je venais de vous dire au préalable, avec les services de la médecine du travail, ses services internes, notamment le CHSCT compétent, les organisations syndicales et dans la mesure du possible les personnels concernés. Et il fallait quelque chose de détaillé. Et là, il fait toute la liste, les recensements de l'ensemble des activités postales estimées, les conditions d'exercice liées à l'épidémie, les incidences de l'arrivée annoncée le 1er avril de volontaires, les mesures adoptées dans les cas d'infection signalés. Donc, vous voyez, il ne suffit pas, à la limite, d'être un bon élève, de faire son DUER et de dire, bon, ça y est, maintenant, j'ai fait mon DUER. Vous allez voir qu'on est loin du compte. Hein. Mais attention, il faut que ce soit adapté à votre boîte. Vous ne faites pas un copier-coller de ce qu'a fait votre voisin. Ce n'est pas possible. On est dans sur-mesure. Donc, je compte sur vous pour mettre le temps qu'il faut, parce que là, c'est votre future responsabilité pénale que vous allez exposer. Alors, après, c'est la slide qui, pour moi, est la plus importante, parce que là, elle est, j'allais dire, sur mesure. Elle a été faite que pour vous et que pour mes clients. C'est-à-dire que tout ce que... Moi, je suis avocat depuis 30 ans. Tout ce que j'ai pu rencontrer comme jurisprudence sans précédent pour autant, mais avec des analogies, j'ai essayé de le résumer de façon aussi pragmatique que possible en demandant l'aide de mes associés, parce qu'on est plus intelligents à plusieurs, de voir comment effectivement je pouvais vous apporter un outil pour vous aider. Donc, première chose, quels sont ces outils de prévention? Déterminer avec les représentants du personnel et ou le CSE les mesures de prévention les plus pertinentes avant l'ouverture. Alors, vous me direz, oui, il y en a qui ont ouvert le 11 mai. Bon, bah, écoutez, si vous avez quelques jours de retard, ce n'est pas très grave, vous pouvez encore rectifier le tir. Et puis, tous les restaurants et tous les hôtels et tout ce qui est en lien avec le tourisme n'a pas encore ouvert. Solliciter le médecin du travail, notamment pour dresser un protocole de reprise adéquate, c'est fondamental. Je vous le dis, mais vraiment, il faut qu'on change de façon de travailler. Regardons un peu ce que font nos voisins européens, sans partir dans les pays asiatiques où les mentalités sont très différentes. Mais en tout cas, regardons ce que font nos voisins. Ayons des syndicats avec lesquels on travaille main dans la main, dans le but de protéger l'entreprise, de protéger la productivité et de travailler le mieux possible. Parce que de toute manière, s'il y a des cas de Covid et qu'on vous fait fermer la boîte, c'est une catastrophe absolue. Donc, essayons de travailler. Privilégier le télétravail et éviter le coworking, oui, bien sûr. Le télétravail, aujourd'hui, moi j'avoue, je vais donner mon exemple, on est encore, seuls ne sont venus que les volontaires travailler, on est une équipe, et mon assistante qui habite Golfe-Jean, elle a voulu rester jusqu'à la fin du mois de mai en télétravail, je l'ai laissée puisque ça marchait bien.
Donc, j'ai fermé mon cabinet, c'est-à-dire que tous mes rendez-vous clients, je suis encore en visio. Ils sont contents, ils ne sont pas très contents. Globalement, ce qui compte, c'est qu'ils aient la bonne information. Et moi, j'ai protégé mes équipes en interne. Donc, c'est possible dans certains cas de figure. C'est sûr que si j'étais coiffeuse, je ne pourrais pas le faire. Mettre en place et favoriser les outils numériques dont se permettant le recours à la visio pour les clients et les salariés, oui, ça va de soi. Surtout qu'on s'est aperçu qu'on ne pensait pas qu'on travaillait aussi bien. Moi, j'ai appris plein de choses. Enfin, j'ai trouvé que c'était une très grande opportunité, même si ça a été très compliqué, très anxiogène, une très grande opportunité de changer nos méthodes de travail. Il existait Tribunal Digital, par exemple. Oh, ça faisait des semaines que je freinais pour ne pas y aller. Non, mais là, ce n'est pas possible. Au pied du mur, il faut y aller. Donc, on a été obligé de changer nos comportements. Et je pense que dans certains cas de figure, c'est une très bonne chose. Mettre en place des horaires décalés et empêcher les croisements des salariés au sein de l'entreprise, oui. Alors là, je ne parle pas de la TPE qui a 2 ou 3 salariés. Hein. Je parle des sociétés ou les usines avec 50, 60, 150 salariés. On en a dans notre département. Et donc, effectivement, plus on décale et on fait venir des gens en horaire décalé, plus on permet les gens de ne pas se croiser. C'est du bon sens, là aussi. Donc, voilà, empêcher le croisement quand on a des grands locaux, faire un sens pour entrer, un sens pour sortir, pour que les gens ne se croisent pas. Si on n'a pas dans les couloirs plus d'1 mètre pour respecter cette distanciation sociale. Faire respecter les gestes barrières recommandés par les autorités sanitaires. Alors là, c'est quand même un minimum syndical, c'est le cas de le dire. Là. Si on n'en est pas à ce point-là, c'est quand même dramatique. Nettoyer, désinfecter les postes de travail. Oui, moi j'ai conseillé à tous mes clients, avant la reprise, de faire venir une entreprise spécialisée, de faire figurer dans la facturation de l'entreprise spécialisée que ce n'est pas juste le nettoyage des locaux, c'est la désinfection des locaux, et donc permettre effectivement, et pour les entreprises, moi j'ai des clients industriels qui sont au 3-8, et à chaque 8 heures, on nettoie tout le poste de travail. Alors bien sûr que ça fait une surcharge financière, bien sûr qu'on ne peut pas la répercuter sur les contrats en cours, mais là, c'est votre responsabilité, c'est la santé de vos salariés, et je dirais que bon, on verra plus tard comment on s'arrange. Là, pour l'instant, il faut faire les choses nickel chrome. Nettoyer les infections et les systèmes de ventilation. Oui, c'est vrai que moi, je n'ai pas de recul, je ne suis pas médecin, je suis juste avocat. Est-ce que par les climatisations, le Covid, il peut se diffuser? J'en sais rien. En tout cas, ce n'est pas exclu. Si ce n'est pas exclu, moi, j'ai fait venir toute ma société pour qu'ils fassent la vérification de toutes les clims. Mettre à disposition des équipements, ça va de soi. Masques, gants, gel hydroalcoolique. Alors, vous me direz, sur les gants, il y a un débat. Là aussi, je ne suis pas une spécialiste, mais moi, j'ai tout mis. Voilà. Comme ça, je considère que j'ai tout acheté pour que mes salariés soient protégés, que mes équipes soient protégées. Et c'est ce que j'ai conseillé de faire à mes clients. Former les salariés aux nouvelles normes sanitaires et organiser des briefings réguliers, ça, c'est fondamental. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je l'ai mis à cet endroit-là dans le PowerPoint. Il aurait dû arriver en 2e ou 3e position. Et oui, vous êtes formés. Vous êtes formés, vous avez formé votre équipe de Covid, enfin votre équipe dirigeante. Mais il n'y a pas que cela, il faut qu'eux-mêmes forment les gens qui sont en dessous d'eux et vice-versa, pour que tous les salariés soient formés. Donc ça, c'est fondamental. Vous ne pourrez pas, un salarié qui aura été exposé, s'il justifie qu'il n'a eu aucune formation, vous risquez de votre responsabilité, risque d'être engagé. Hein, et des briefings réguliers. C'est pas bon, ça y est, on a fait la formation, on n'en parle plus. Non, on en parle tout le temps. Et on leur rappelle. Parce qu'il y a des salariés qui, effectivement, ne sont pas sensibilisés, là, qui ont très peur. Ça, c'est une première tendance. Il y en a qui considèrent qu'ils sont immortels. C'est une deuxième tendance tout aussi excessive. En tous les cas de figure, vous, employeurs, vous avez l'obligation de dire à vos salariés et de le répéter et de l'écrire. Mais j'en arriverai sur la slide d'après, sur l'écrit. Et vous avez l'obligation de vérifier, parce que vous ne pouvez pas tout vérifier quand il y a 50, 100 ou 200 salariés. Comment vous pouvez vérifier que tout le monde? Ça veut dire qu'il faut que chaque N-1 indique à la personne qui est en dessous de lui qu'il faut qu'il vérifie. Et on verra après comment vous protéger au maximum en obtenant la preuve de l'effectivité de ce suivi. Alors, dans la série des petits conseils, vous avez vu qu'on a eu des mesures sanitaires préconisées par le ministère du Travail, il y a eu 66 fiches. Dans la restauration, ça s'est fait un peu attendre. Dans l'hôtellerie, on en avait 4, il n'y a encore pas si longtemps que ça. Mais bon, pratiquement toutes les fiches ont été publiées. Reportez-vous ça, je vous ai mis le lien. Le guide pratique AFNOR a également été fait, notamment par MMA, les Fondations du Futur. Il y a eu vraiment un travail très important de fait. Ce n'est pas pour qu'il reste là, dans l'absolu, c'est pour que vous l'ayez sous la main et vous puissiez vous y référer. Les protocoles, les accords de déconfinement entreprise, bien évidemment. Et j'allais dire, dans ces temps-là, n'oubliez jamais vos accords collectifs. Vos accords collectifs, ils sont là pour vous guider ou pour vous imposer des règles. Donc là, il faut avoir fait, après le petit audit sur les délégations de pouvoir, on est sur l'audit de la convention collective. Alors,
comment rapporter la preuve. Là, il y a une slide qui manque, mais c'est pas grave. Ma slide, mon titre, c'était « Comment rapporter la preuve pour éviter la mise en jeu de votre responsabilité ». Alors là, je vous ai mis l'arrêt Amazon, on n'est pas en matière pénale, mais que vous compreniez effectivement ce qui s'est passé. Parce que tout le monde a parlé de l'arrêt Amazon. C'est la première décision du deuxième degré qu'on a eue. Et donc, cet arrêt Amazon, effectivement, eh bien, il a regardé et il a fait fermer, sous peine d'astreinte. Entre la première instance et l'appel, la Cour d'appel a été plus clémente dans le quantum des dommages et intérêts, parce que c'était des choses absolument invraisemblables, mais ils ont considéré qu'il y avait une absence d'évaluation des risques, les représentants du personnel n'étaient pas suffisamment associés, l'information des salariés était insuffisante, l'employeur n'avait pas actualisé régulièrement sa DUR, méconnaissance de l'obligation de sécurité, et puis c'est fini, là, voilà. Donc là, effectivement, cet arrêt Amazon, il nous a donné quelques pistes, puisqu'on a eu, alors là, c'est des choses qui n'arrivent jamais dans la vraie vie, puisqu'on a eu une décision du tribunal judiciaire de Nanterre du 14 avril 2020, et un arrêt de la Cour, sur référé d'Oraeur, et un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 avril 2020. Un arrêt 10 jours après une décision de première instance. Là, je pense que ça sera des années de cas pratiques pour tous les étudiants des universités de droit, parce que ça n'est jamais arrivé de toute ma vie. Moi, je n'en ai jamais entendu parler. Mais la situation est inédite, je voulais préciser. Donc, effectivement, il faut rapporter cette preuve pour vous protéger, une fois de plus. Alors, là aussi, on est sur des slides qui sont importantes. Il ne suffit pas de faire les choses bien, il faut en garder la preuve. Et il faut que vous puissiez rapporter la preuve en cas d'audition par différentes personnes. Ça peut être les services de gendarmerie, ça peut être les OPJ, ça peut être… Et puis, ça peut ne pas être dans 15 jours, ça peut être dans 1 an ou 2 ans. La prescription en matière fiscale est de 3 ans. Donc, effectivement, le DUR, est-ce qu'on est obligé de le faire signer? A priori, non. Moi, je considère qu'il faut le faire aujourd'hui. Et donc, demander au chef de service, comme ça on aura la preuve que ce DUR, ils l'ont lu, parce que normalement, si on signe, c'est qu'on a lu préalablement. Donc, moi, je conseille aujourd'hui de faire signer le DUR. Exiger une signature par les salariés lors de la remise des kits individuels de protection sanitaire, oui, là aussi. Alors, vous allez me dire, de un salarié qu'on connaît bien. Imaginez que malheureusement, ce salarié décède et que c'est la famille qui fait une action responsabilité contre vous. Là, vous n'êtes plus sur un salarié que vous connaissez bien. Vous êtes sur quelque chose de très spécifique. Donc, écoutez-moi, faites tout signer. Les écrits restent, les paroles s'envolent. Mettre en place un affichage au mur et au sol des gestes barrières, au besoin constaté par un huissier. Oui, si vous sentez qu'il y a une ambiance un peu, j'allais dire, suspicieuse dans votre entreprise, un huissier de justice, c'est un officier ministériel, faites-le constater par l'huissier, vous aurez une preuve incontestable. Remettre contre décharge la notice d'information au personnel, toujours pareil, oui, contre décharge, vous les faites signer, il n'y a pas besoin d'un grand formalisme, pris connaissance, vu la date, la signature. Rappelez par courriel que le port du masque est obligatoire quand la distanciation sociale ne peut pas être respectée au sein de l'entreprise, ça va de soi, mais dites-le et écrivez-le. Former les managers et les salariés au respect des règles sanitaires, notamment lors des briefings hebdomadaires avec rappel à l'ordre, là c'est une chose importante. C'est-à-dire que vos managers, vous allez les sensibiliser, bien évidemment, vous allez leur expliquer comment ils doivent faire pour faire respecter les règles sanitaires, eux-mêmes vont l'expliquer à leur équipe, mais toutes les semaines, il faut à mon sens que lors des briefings hebdomadaires sur le chiffre d'affaires, sur quoi que ce soit, vous rappeliez ces gestes. Et j'allais dire, et ça va peut-être vous choquer ou en choquer certains, mais j'assume parce que là j'ai un peu de recul en revanche, parce qu'on a quand même des analogies possibles. Et on a notamment ce qui arrive en matière de BTP quand il y a des accidents de travail, parce que le port du casque ou des chaussures de sécurité n'est pas porté. On considère que si on a juste acheté le casque et qu'on n'a pas dit aux salariés à plusieurs reprises qu'il fallait le porter, la responsabilité du dirigeant peut être engagée. Alors que si vous êtes d'abord, vous commencez par faire un mail, vous le dites d'abord oralement, et puis un premier mail, et puis un deuxième mail, et puis un rappel à l'ordre, s'il faut aller jusqu'à une sanction disciplinaire pour protéger votre responsabilité pénale, parce que le salarié se désintéresse de ces règles de sécurité parce qu'il considère soit qu'il a déjà été contaminé, soit parce qu'il se considère comme immortel, eh bien, ça peut aller jusqu'à une sanction disciplinaire. Oui, il faudra aller jusque-là. Dernière astuce, qui est vraiment une astuce maison, j'ai conseillé à tous nos clients de faire un fichier, informatique bien évidemment, avec tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez acheté comme produit, toutes les modifications que vous avez fait pour qu'on ne touche pas les portes d'entrée, plein de choses. Parce que, bon, bien sûr, vous l'aurez dans votre compta, mais comment vous allez retrouver une facture 2 ans, 3 ans après? Ce n'est pas possible.
tous les mails que vous aurez employés. C'est-à-dire que vous faites vraiment un fichier dans vos Word, où vous voulez, avec tout ça. Et si un jour vous êtes entendu par un OPJ ou qui que ce soit, vous collez tout, vous mettez tout, vous copiez tout sur une clé USB et vous aurez ainsi tout prêt. Alors vous allez sûrement déjà être très angoissé d'aller répondre de votre responsabilité parce qu'un de vos salariés a été très gravement malade, a eu une ITT supérieure à 3 mois et que là la responsabilité de l'employeur elle peut être très grave. Eh bien, effectivement, vous aurez tout pour vous défendre le moment venu. Donc, faites-le en temps réel. Ça prend un tout petit peu de temps. Mais franchement, c'est… Voilà. Alors, en illustration, je vous ai mis une nouvelle jurisprudence, là, qui est sortie du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 30 avril 2020. On était dans le domaine de boulangerie. Et effectivement, il était reproché… alors je ne sais plus si c'est par un salarié ou par l'inspection du travail, c'est par l'inspection du travail, qui voulait imposer à une boulangerie l'application de la réglementation spécifique relative à la prévention des risques biologiques. Et le chef d'entreprise s'est bien défendu, il a montré qu'il avait fait tout ce qu'il fallait. Eh bien, l'ordonnance a été rendue le 30 avril et elle a mis hors de cause totalement le chef d'entreprise. Donc, comme quoi, en faisant les choses bien, nos juridictions, on est sur l'ordre judiciaire, là, résistent et on ne va pas vers une… Parce que entendu, de toute manière, quoi qu'on fasse, on sera condamné. C'est faux. Voilà, c'est totalement faux. Si vous faites les choses et que vous pouvez rapporter la preuve que vous avez faite, vous ne serez pas condamné. Donc, là aussi, petite astuce. Dernière chose, parce que là aussi, ce n'est pas en lien directement, mais je voulais que vous ayez en tête, parce que du coup, moi, j'ai des clients ou des gens que je connais qui ont été dans l'extrême inverse. C'est-à-dire que vous devez vérifier à ce que vos clients et tous les risques que pour vos salariés soient prévenus. Vous devez mettre en place un management basé sur le dialogue, la compréhension, la bienveillance. On n'est pas dans une… À part pour protéger votre responsabilité et pour protéger le salarié, s'il ne veut pas se protéger lui-même, il va falloir être dans une certaine… dans une écoute, on ne part pas dans du rapport de force, là. On ne peut pas se permettre d'avoir les salariés contre nous. Sans eux, vous n'êtes rien, sans eux, ils sont rien. Donc il faut vraiment… Alors, qu'est-ce que prévoit le protocole national de déconfinement pour les entreprises qui a été publié par le médecin du travail, le médecin du travail, interdit l'organisation de campagnes de dépistage par les employeurs? Non, ça c'est pas possible. L'ARS, l'Agence régionale de santé, pourra le prévoir. L'inspection du travail, s'il y a un cas de Covid, pourra le prévoir. Mais vous ne pouvez pas organiser. Et il est d'ailleurs déconseillé fortement les contrôles de température à l'entrée des établissements structures. D'ailleurs, on considère que s'ils sont réalisés, ces contrôles doivent seulement permettre de vérifier la température du salarié à l'entrée au moyen d'un thermomètre, sans conservation des données, et ça reste soumis à l'accord du salarié. Donc là, on ne passe pas en force, c'est pas possible, vous allez dans le mur. Et cette mesure devra faire l'objet d'une note de service ajoutée au règlement intérieur, porter la connaissance des salariés et bien évidemment de vos institutions représentatives du personnel. Donc ce que je veux dire, c'est que voilà, on ne conseille pas trop, on considère que vous ne pouvez pas vous substituer à l'État, vous n'êtes pas médecin. Donc voilà. Et bien là aussi, si vous deviez organiser ce genre de choses pour des raisons très spécifiques à votre entreprise, associez le médecin du travail, associez vos IRP, associez votre CSE, votre CHSCT si vous en reste un, mais en tout cas, évitez les actions francs-tireurs. Voilà, j'ai fini mon intervention. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Alors, pour l'instant, nous n'avons aucune question. Très bien. Si vous souhaitez poser des questions, il faudra le faire via le chat dans l'onglet « Converser » en bas de votre écran. Voilà, donc pour l'instant, je pense que vous n'avez pas encore forcément totalement digéré ma petite intervention un peu technique. J'espère que je ne vous ai pas ni fatigué ni saoulé, que les choses sont claires dans votre tête entre ce qu'il faut faire et ce qu'il faut garder la preuve que vous aviez fait. Et puis, je vais bien évidemment passer la parole maintenant à Gaëtan Maillet, qui est donc depuis 20 ans chez Decathlon, qui est leader en Easy Return et qui va vous expliquer, qui est également activateur durable chez Decathlon, avec une entreprise qui a été particulièrement éthique. J'aime pas trop le mot vertueuse, mais parce que c'est un peu une connotation morale, mais en tout cas, qui a été solidaire, qui a été éthique, qui a été particulièrement dynamique. Donc Gaëtan, on te laisse expliquer ce que vous avez fait. Merci Marielle pour cette introduction qui, je dirais, on va rester humble ce soir au vu du contexte. Vous nous mettez en avant et je suis ravi en tous les cas de pouvoir être invité ce soir à l'UP pour pouvoir témoigner tout simplement de ce qu'on a fait. C'est ça que je veux en tous les cas partager et si ça peut servir d'expérience et de ça marche pour vous, ça sera très utile. Et
il n'y a pas de confrontation, surtout entre grands groupes et petites entreprises. Je crois qu'on a beaucoup à partager et à co-construire ensemble ce qui va peut-être être l'économie demain. Donc voilà, ce que je voulais vous partager tout d'abord, c'était aussi ça marche, mais aussi nos difficultés, comme tout le monde dans ce contexte un petit peu particulier. Et je voulais revenir sur la responsabilité. La responsabilité, c'est répondre de ses actes, c'est être garant, c'est assurer ses promesses. Alors nous, on a la chance chez Decathlon, c'est fait partie de nos valeurs. On a 2 valeurs qui sont la vitalité, donc notre énergie, on est dans le sport, on vend du sport, donc on a cette… Et la deuxième valeur, c'est cette responsabilité qui fait depuis maintenant 41 ans écho dans tout ce qu'on peut faire. Elle est managée, ça c'est super important. On a, je dirais, une structure de management qui nous permet tous les 4 semaines d'avoir des entretiens formalisés avec nos collaborateurs pour pouvoir justement les monter en compétence sur cette responsabilisation. Moi, j'ai 20 ans d'entreprise, j'ai commencé responsable de rayon. Aujourd'hui, je suis chef de projet, j'ai passé par des caps de direction de magasin et forcément, j'ai eu des délégations de pouvoir. Mais en tous les cas, la responsabilité, ça ne s'apprend pas du jour au lendemain. Elle se construit tout au long d'un parcours professionnel pour moi. Et nous, notre responsabilité, en tous les cas, c'est la subsidiarité, c'est de prendre la décision au plus proche de sa conséquence. Et vous imaginez bien un groupe comme Decathlon, qui aujourd'hui est présent dans 54 pays, 92 000 collaborateurs, il est évident que cette responsabilité, il faut qu'elle s'opère. Autrement, on centralise tout et on devient quelque chose d'énorme et de moins en moins agile. Et dans une économie qui est de plus en plus incertaine, vous le voyez bien là avec le Covid, mais on a vu des éléments déjà précurseurs avec d'autres événements, il faut cette agilité permanente et de prendre ses responsabilités. Alors nous, je vais revenir un petit peu sur l'histoire depuis le 14 mars. Le 14 mars, pour nous, ça a été un choc. Un choc parce que forcément, on a fermé, comme beaucoup, tous nos commerces, nos 1500 points de vente et nos 92 000 collaborateurs ont été confinés chez eux. Donc notre première responsabilité, elle a été le lien avec nos collaborateurs. Ça a été tout de suite le premier réflexe. Dès le lundi matin, toute l'équipe dirigeante, il y avait déjà eu une équipe de Covid type crise qui avait été organisée sur le week-end et on nous a demandé de reprendre contact avec nos collaborateurs pour déjà savoir s'ils allaient bien, s'ils n'étaient pas touchés par le Covid et puis comment on pouvait, je dirais, organiser les choses dans sa communication. Parce que ce qui a été important aussi dans le Covid, c'est de pouvoir communiquer, transmettre les informations à nos collaborateurs. Alors, on a fait des cagates parce que comme on n'avait pas les informations sur le chômage partiel, etc., première petite bêtise que l'on a fait, c'est qu'on a imposé à nos collaborateurs de mettre leur CP. Je crois que beaucoup peut-être l'ont fait, ou leur RTT pour se dire on va limiter la casse. Résultat, nos partenaires sociaux n'étaient pas dans la boucle le premier coup parce qu'on a voulu aller vite. Decathlon, c'est la rapidité, c'est l'agilité. Résultat, retour de boomerang. Et là, on a compris vite fait qu'il fallait bien mettre les partenaires sociaux autour de la boucle pour pouvoir coordonner ce chômage partiel, l'organiser, définir aussi qui devait rester dans l'entreprise et agir parce que nos systèmes vitaux étaient engagés. Une entreprise comme Decathlon, c'est énormément de stock. Ce stock vient essentiellement de pays, je dirais, qu'on ne produit pas en France. C'est 6 à 8 semaines de bateau. Et donc, il a fallu réagir dès les premiers plans sur cette trésorerie, c'est-à-dire arrêter certaines commandes, réajuster nos encommandes. Et ça a fallu déterminer des équipes pour pouvoir le faire. Donc tout ça s'est plutôt bien organisé dans un premier temps. On a fait là, une fois que nos systèmes vitaux, la trésorerie, le chômage partiel a été mis en œuvre, on est passé à une deuxième phase qui a été de se dire, et nos clients là-dedans, qu'est-ce qu'ils deviennent? On n'a pas repris contact avec eux, comment on fait? Et donc le confinement a été une possibilité de se remettre au sport pour certains, du sport intérieur. Donc, on a essayé de communiquer avec eux, de dire comment ils voulaient, qu'est-ce qu'ils avaient besoin pour pouvoir animer ces journées qui étaient parfois un petit peu longues, aussi des enfants. Et donc, ça nous a mis en lien avec eux. Et aussi avec notre site Internet, même si on est une entreprise qui est très physique, on s'est aperçu que forcément, les demandes de commandes Internet étaient présentes. Donc, il a fallu continuer à faire un petit peu de business, mais on ne voulait pas engager fortement nos collaborateurs dans cette démarche-là au vu des risques sanitaires, et on l'a fait sur le volontariat. Donc ça a été très important, et on a vu la mobilisation de nos collaborateurs, ceux qui pouvaient, en tous les cas, de tous les services. Donc notre logistique, elle aussi, on a des papas, des mamans, qui ne peuvent pas, je dirais, venir en logistique, faire leur métier, et on a vu apparaître des gens des services, de la compta, venir faire du prélèvement, travailler pour l'entreprise.
Et donc, ça a mis d'ailleurs une très bonne ambiance pour ceux qui ont pu le faire. Donc, on a été sur cet événement dans une deuxième phase assez solidaire. Et puis, voyant la crise s'accentuer, arrivant en France aussi fortement, on a vu qu'on était touché par des collaborateurs dont leur famille était chez les soignants. Et on a été informé très rapidement, en réalité, qu'il manquait de matériel chez les soignants, de lunettes, de masques, de blouses, et que nous, on avait des moyens pour pouvoir peut-être répondre à ces besoins-là. Et donc, c'est là qu'on a commencé, nos directeurs étant sollicités localement, ont commencé à rouvrir les magasins et ont pu faire du don. Et notamment en Italie, je pense que vous avez été au courant, on a eu un directeur de magasin qui a donné des masques EasyBrace qui sont destinés normalement à faire du snorkeling et qui ont là été destinés à aller dans des hôpitaux. Et avec un système de co-construction, avec des étudiants, des médecins, etc., c'est co-construit ce masque EasyBrace pour pouvoir venir mettre un petit filtre et pouvoir sauver des vies. Ça nous a forcément tous rendus très, très fiers. Et chacun, en tous les cas en local, a pu pouvoir donner ses masques. On en a donné 30 000. Une logistique a été organisée autour de ça, avec une situation aussi de crise, de bien redonner. Une seule décision a été prise en top, ça c'est super important parce que toute la décision a été prise en local. On a ouvert nos brevets aussi sur ce masque. Une seule décision a été prise en top, c'était celle de ne pas vendre les masques pendant toute cette période. Et donc ça, c'est à remarquer parce que toutes les décisions ont été prises par l'ensemble des acteurs de la chaîne et la décision finale a été prise par la direction en disant de ne pas revendre ce masque. On l'a bloqué et on vient de le rouvrir avec la réouverture des magasins. Donc on s'est senti très utile dans cet événement-là grâce à notre solidarité. Donc ça, c'est un événement majeur, marquant, qui a donné beaucoup d'élan dans l'entreprise. Et puis, on est passé là, au 11 mai, à la reprise. Cette reprise qu'on a souhaité être lancée. Donc, on a mobilisé les équipes magasins, celles qui étaient volontaires, à préparer cette reprise. C'était très important, à la fois humainement, par des entretiens de reprise. Est-ce que les gens étaient en capacité de reprendre? Est-ce qu'ils étaient volontaires pour reprendre? Et puis, pouvoir mettre du business en place assez rapidement avec ce qu'on a appelé le click and collect ou le drive, sans ouvrir nos magasins, en préparant nos magasins pour la reprise et en permettant à nos clients quand même de venir consommer. Donc, on a mis assez rapidement un détournement, en tous les cas, on a essayé d'innover sur ce point-là. Ce qui nous a permis aussi, je dirais, de travailler très bien la reprise et la réouverture de nos magasins, c'est qu'on avait un avantage. L'avantage, c'était qu'on est une entreprise internationale et que la Chine avait réouvert ses magasins. Donc, on a pu retravailler à partir du DUER que Marielle nous a présenté et que Patrick énoncera aussi, je pense, tout un plan de reprise très précis avec une réouverture de très haute sécurité qu'on a présenté, je dirais, à nos partenaires sociaux pour lesquels on a co-construit aussi avec eux. Ça, c'est très important. Et ils nous ont imposé certaines choses. Et donc, ça, c'est bien parce qu'il y a eu un dialogue. Et ce dialogue, voilà, par exemple, ça a été le port du masque pour nos clients. Voilà, c'est pas facile en tant que commerçant d'obliger le port du masque à nos clients. Et ça a été très, très bien perçu en tous les cas. On l'a fait et on a pu rouvrir dernièrement tous nos magasins grâce à ça, avec un niveau de sécurité très, très fort. On lavait les cabas, on lave toujours les cabas après chaque utilisation. C'est pas fait dans tous les commerces, mais en tous les cas, ça donne une grande confiance pour nos clients. Et ça, c'est très important et on a pu faire revenir nos clients petit à petit. Alors, ça a démarré tout doucement et aujourd'hui, il y a un grand flux de clients qui arrivent avec une problématique aujourd'hui encore, c'est la reprise on n'a pas la reprise de 100% de nos effectifs. Ceux qui reprendront ou qui n'ont pas repris encore verront que ce n'est pas facile, l'école n'a pas repris, il faut refaire un dialogue avec nos collaborateurs. Quand on a des magasins où il y a plus de 100 personnes et qu'on n'a que 30 ou 40% de l'effectif, c'est très compliqué, avec beaucoup de demandes, en plus avec des avantages tels qu'ont été donnés par le gouvernement sur le vélo et des choses comme ça, c'est très, très dur. On n'a pas de stock non plus parce qu'on a freiné, toute notre production, notre supply est à remettre. Donc, on a beaucoup, beaucoup de difficultés dans nos magasins actuellement. Et on a été solidaires, là encore. On a des plans qui sont mis. On a fermé certains projets. Les gens de service doivent aller dans les magasins pour pouvoir être solidaires, pour pouvoir sauver l'économie de nos magasins, en tous les cas, sur l'année. Et dernier point qui a été aussi très important, qui a aussi marqué nos collaborateurs, c'est que nos actionnaires qui devaient prendre les dividendes de 2020
2019, ont décidé de les réinjecter dans l'entreprise. Ça aussi, décision très importante qui donne aussi beaucoup de punch aux équipes en disant on est solidaires, nous aussi actionnaires, et c'est aussi de la responsabilité de l'actionnaire, je pense, dans les entreprises de pouvoir être solidaire. Donc, vous voyez, toute une organisation, tout un accompagnement qui est très important. Et je finirai en conclusion sur une citation de Einstein qui est peut-être un peu dure, mais pour lequel vous avez peut-être vu passer dernièrement, c'est le monde ne sera pas détruit par ceux qui font mal, mais par ceux qui le regardent sans rien faire. Et je pense qu'agir, c'est super important en respectant toutes les normes, voilà, mais on ne vous reprochera jamais, en tous les cas, dans cette responsabilité de ne pas avoir fait. Et tout ce qu'a donné Marielle sur les préconisations sanitaires, si vous les mettez en œuvre, on ne pourra jamais vous les reprocher et vous aurez essayé de faire le maximum. Parce qu'entreprendre, en tous les cas, même pour un groupe comme Decathlon ou même pour nous, salariés, je ne suis pas entrepreneur, c'est la liberté. Et la liberté, ça demande beaucoup de responsabilités. D'abord humaine, parce qu'on encadre des équipes. Ça demande aussi une responsabilité d'environnement. On vit dans un contexte. L'entreprise, elle n'est pas toute seule. Elle vit dans une société, elle vit même dans la nature. Et puis, elle dégénère des profits. Donc, voilà, certainement qu'après cette crise, notre utilité dans le monde, dans l'entreprise, il faut qu'elle soit bien réaffirmée. Qu'est-ce que le rôle de l'entreprise dans le monde? Et investir sur les hommes pour que notre planète soit meilleure, et puis pour ensuite faire une meilleure répartition des profits. En tous les cas, c'est quelque chose, nous, en tant qu'activateurs durables au sein de l'entreprise, on essaye de faire naître, et on a vu que pendant cette crise, il y avait quelques bons signaux faibles qui sont très encourageants. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Merci beaucoup Gaëtan. Je pense que c'était très important de partager cette expérience et merci de tout ce que tu nous as livré. Alors, on va passer la parole à Patrick Moulard, qui est donc président fondateur de la société PACA Montelec, vice-président du BTP, donc il connaît bien les problématiques du BTP, et qui intervient également, qui a donc travaillé sur tous les problèmes du Covid dans le bâtiment avec l'application du guide métier et qui va intervenir, selon lui, sur ce guide métier et sur l'obligation des moyens des entreprises de la construction. À toi, Patrick. Marielle, bonsoir à tous. Donc Patrick Moulard, effectivement, donc certains me connaissent autour de la table puisque sur des commissions industrie, à la chambre. Bon, je vais essayer d'être rapide puisque Marielle, tu as bien développé l'ensemble des conseils qu'on peut donner à l'ensemble de nos chefs d'entreprise qui sont avec nous ce soir. Je voudrais faire un petit focus déjà pour que tout le monde comprenne bien le tissu économique de nos entreprises du bâtiment dans ce département des Alpes-Maritimes et même sur notre région et voire même au niveau national. Donc, la plus grande majorité des entreprises du bâtiment, c'est 90% de TPE-PME. Donc, quand on dit TPE-PME, déjà, vous avez souvent des entreprises qui n'ont pas ou très peu de salariés. Donc, le Covid et l'ensemble de ce qui nous est tombé sur la tête le 17 mars, ça a été réellement beaucoup de difficultés. On a créé de vraies difficultés avec ces applications. En plus, la particularité de notre métier, c'est que nous avons bien évidemment 3 grandes filières, c'est-à-dire qu'on a les bureaux, hein, comme beaucoup d'entre vous, des bureaux donc avec des services traditionnels de bureautique. On a l'atelier, puisqu'il peut y avoir aussi des fabrications, notamment d'armoires pour certains, et les chantiers, avec la vraie problématique des chantiers, puisque nous avons une coactivité avec d'autres acteurs, d'autres entreprises. Donc, sur un chantier, on peut avoir un maçon, on peut avoir un plaquiste, un peintre, et donc on peut avoir. Il se trouve qu'il y a des applications des guides qui vont être différents en fonction des acteurs et on va se retrouver avec, par exemple, des gens qui vont porter des masques sous le coude ou sur le front et pas forcément sur le nez et la bouche. Donc ça nous pose aussi pas mal de difficultés au quotidien depuis la reprise. Donc, je vais faire assez court. Les guides métiers, donc ça, c'est un élément qui a été important et qui a permis de redémarrer nos activités à partir à peu près du 10 avril, puisque les
les guides sont sortis en passant sur les fourches codines de ministère, des 4 ministères, ce qui a permis en tout cas de libérer un certain nombre d'entrepreneurs et d'entreprises du bâtiment. Certains ne sont jamais arrêtés, clairement. Donc, j'ai des confrères qui ont, sur l'ensemble de notre département, continué à produire, ne sachant pas où ils allaient, puisque ils ont fait des applications de guides qui pouvaient imaginer, eux, les plus pertinentes pour ce qu'ils pouvaient penser. Mais bon, comme tu l'as dit, Marielle, tu n'es pas sachante effectivement sur la partie médicale. La même chose que pour nous, hein, nous sommes des hommes de métier. Donc, il y a eu quand même des prises de risques fortes de certains chefs d'entreprise, et après, ils l'ont reconnu qu'ils avaient peut-être été un peu loin. Donc, toujours est-il, c'est que ça a été fait. Heureusement que, en tout cas, depuis qu'on a repris un peu plus sérieusement, je dirais sérieusement, c'est avec une activité réelle, on n'a pas eu écho, en tout cas dans le département ni en région, de problématiques graves, notamment de ce qui nous rejoint ce soir. Le troisième, donc on a eu 3 éditions de guide, un dernier là, qui est tombé très récemment, pas plus tard que ce matin. Pour vous tenir un exemple, sur un chantier, vous avez des baraquements de chantier, ils nous imposaient un nettoyage des sanitaires et des bases vie chantier où les collaborateurs peuvent se changer et donc déjeuner au midi, de faire un nettoyage toutes les 2 heures sur un chantier. Donc c'était applicable jusqu'à hier. Depuis ce matin, on a en tout cas, il y a une compréhension des pouvoirs publics à pouvoir un peu libérer quand même les choses, parce qu'un chantier et faire du nettoyage, c'était se payer une entreprise de nettoyage, quid de ceux qui ne le faisaient pas, responsabilité du gestionnaire du compte pro rata. Donc c'était vraiment une vraie épée sur la tête des dirigeants d'entreprises du bâtiment. Donc ça, c'est pour faire un état un petit exhaustif de la profession. Je vais revenir très rapidement sur ce que nous avons fait, ce que j'ai fait dans mes entreprises. Ça a été relativement rapide également, puisque on a fait la circulation comme beaucoup. On a mis l'ensemble des mesures, distribution des kits, puisque dans les guides et notamment la sécurité de nos chantiers, on a obligation de nommer un référent Covid par chantier, par entreprise et par chantier, pour lequel on a des mesures applicables, puisque ça s'appelle des plans particuliers de sécurité qu'on doit appliquer par rapport à un coordinateur, qui est un coordinateur, une personne qui va être payée par le client pour contrôler les bonnes mesures applicables et appliquées sur les chantiers. Donc, quand même, ça, c'était déjà avant Covid. Bon, la mesure Covid, elle a imposé un peu plus de contraintes, notamment l'obligation de donner des EPI adéquats. Et donc, la plupart des entrepreneurs, bien que ce qui nous a malheureusement, enfin, ce qui n'a pas pu nous permettre de redémarrer rapidement, c'est le manque d'EPI, notamment les masques, les fameux masques qui étaient insourçables à un moment donné, où ça a été vraiment la galère pour tout le monde et pour tous ceux qui sont autour de la table, je pense. Voilà, donc mon entreprise, ça a été rapide. Tout ce que j'ai fait, en tout cas, et ça c'est un petit conseil que je pourrais donner, je le donne à tous les adhérents et confrères de la profession, faites des photos. Faites des photos de tout ce que vous mettez en place, de vos affichages, de vos sens de circulation. Gardez-le, Marielle l'a dit, vous gardez un petit fichier, faites un petit fichier avec vos factures, gardez vos photos, au moins vous pourrez trouver tout ce que vous voudrez avec les photos, ça sera difficile parce qu'aujourd'hui, le salarié qui ne mettra pas son EPI parce qu'il ne voudra pas, parce qu'il a chaud, parce qu'il faut quand même, sur le chantier, quand vous êtes sur le 7 heures dans la journée, sur une dalle en béton, vous avez le soleil toute la journée avec le masque, il faut quand même le supporter. Et donc, du coup, on a l'obligation de le faire parce que c'est dans les procédures qu'on a écrites tous, hein. Et on ne sait pas comment une veuve qui, si on va vraiment très loin, il pourra venir nous rechercher en disant qu'on n'a pas donné les moyens et que le salarié ne discute pas forcément avec sa conjointe sur la partie travail. Et donc, gardez les photos, voilà, c'est ce qui, à mon sens, est important. Après, tu l'as dit, Marielle, la prise de température, nous, on a décidé de le faire. Certains chantiers l'imposent. Donc,
on prend les températures, c'est l'élément indiscutable pour pénétrer sur le chantier tous les matins. Voilà. Donc, je fais pas plus long parce que je pense que vous aurez sûrement des questions à tous et je laisse la parole à notre amie Valérie qui va nous… bon, je fais pas la transition, c'est Marianne à le faire. Excusez-moi, mais voilà. Merci. Et merci encore de m'avoir écouté. Bonne soirée. Merci beaucoup, Patrick. Merci beaucoup, Patrick. C'était très clair. Donc, est-ce qu'il y a des questions? Non. Non. Bon, pour l'instant, il n'y a pas de questions. Peut-être qu'ils attendent d'avoir une vision globale de nos interventions pour poser des questions. Alors maintenant, je vais passer la parole à Valérie Nioul. Valérie est DRH à l'hôtel-restaurant Le Negresco. Et elle va… Rien que le thème, effectivement, comment concilier l'enchantement client. Oui, ça, on voit bien ce que c'est. Le Covid-19 et l'obligation de sécurité résultat. Eh bien, je préfère que ce soit toi que moi qui parle de ça, Valérie. À toi. Ah, le son. Tu peux l'enlever? Non, c'est qui en mieux. On t'entend pas, Valérie. C'est bon, là, vous m'entendez? Ah, pardon. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Excusez-moi, je n'avais pas vu que mon micro était coupé. Donc, comme Marielle l'a dit tout à l'heure, pour l'instant, notre établissement est toujours fermé. Donc, nous n'avons pas encore pu expérimenter, si je puis dire, le déconfinement ou en tout cas l'interaction avec nos hôtes dans ce contexte particulier. Donc, pour autant, il faut que vous sachiez que nous n'avons pas attendu le déclenchement de l'état d'urgence sanitaire pour prendre les mesures en interne. Tout simplement parce que nous accueillons une clientèle internationale et notamment chinoise, et que rapidement, au mois de février, des collaborateurs nous ont fait sentir quelques inquiétudes. Et donc, par rapport à ça, il a fallu que nous les rassurions. Et donc, dès le mois de février, nous avons commencé à mettre en place des mesures de protection. Donc, pour ce faire, déjà dans un premier temps, nous avons repris toutes les affiches que nous avions mises en place en 2009 à l'époque de H1N1, en enlevant H1N1 et en mettant Covid-19 à la place. Donc, nous avons rappelé les gestes barrières, affiché dans tous les lieux de vie et les services les préconisations. Et surtout, nous avons distribué dans tous les services du gel hydroalcoolique et des lingettes désinfectantes. Et ce, dès le mois de février. Parallèlement, nous avions également mis à disposition des masques et des gants dans les services un peu plus sensibles, comme les femmes de chambre, par exemple. Et donc, dès le début mars, nous avons procédé à une première mise à jour de notre DUER sur le risque infectieux lié à la Covid-19. Donc, nous, en fait, nous avons mis à jour notre DUER en 3 phases. Une première phase, donc, début mars, avant, en fait, le confinement. Une deuxième phase au moment du confinement. Et donc, une troisième phase qui n'a pas encore eu lieu puisque nous n'avons pas réouvert, mais qui sera donc au moment de la réouverture. Donc, notre hôtel, lui, a fermé ses portes le 18 mars. Et à partir de là, comme Gaëtan, notre priorité a été de maintenir le lien avec les collaborateurs. Donc, ce que nous avons fait de suite, c'est mettre en place ce que nous avons appelé les brèves du Negresco. Donc, à raison de 1 à 2 fois par semaine, nous adressions des mails aux collaborateurs, donc soit sur des informations officielles comme le chômage partiel, ses modes de calcul, ou encore des actualités sur notre secteur d'activité. Ou après également, nous avons prodigué des conseils sur comment dédramatiser le confinement, mais également des billets d'humeur, le dernier en date étant la bise. Excusez-moi, j'en parle parce que je trouve que c'est un thème très important dans notre société où la bise est un marqueur social très fort. Comment est-ce que nous allons dorénavant nous saluer le matin? Parce qu'en tout cas, dans l'hôtellerie, tout le monde se tutoie et tout le monde se fait la bise en général quand il se rencontre le matin. Donc ça, demain, ça ne sera plus possible. Je reviens donc à notre sujet. Donc ça, c'est un nouveau rituel que nous avons mis en place dès le confinement, qui continue et qui continuera sans doute au moment de la réouverture, puisque donc, la réouverture va sans doute se profiler d'ici une quinzaine de jours. Le Premier ministre a confirmé la réouverture des restaurants au 2 juin et la fin de la limite des 100 km également au 2 juin et la réouverture des frontières européennes au 15 juin. Donc, nous allons réouvrir notre établissement à peu près dans ces dates-là.
Mais même si nous allons rouvrir, les prévisions en matière de tourisme ne sont quand même pas pour un retour à la normale avant l'année prochaine. Donc l'activité partielle, pour ce qui nous concerne, va continuer. Et donc par rapport à ça, nous allons continuer à mettre en place les brèves, puisque tout le monde ne travaillera pas en même temps et ça sera par roulement. Donc aujourd'hui, où nous en sommes, nous avons finalisé notre protocole sanitaire qui est déjà passé dans les mains de notre commission santé et sécurité au travail et qui passera auprès du CSE la semaine prochaine pour la consultation officielle. Et parallèlement, nous avons lancé auprès de tout notre personnel un questionnaire afin de connaître leurs contraintes de garde d'enfants ou de vulnérabilité dans le sens du décret du 5 mai, et ce pour nous permettre de préparer nos plannings pour la réouverture et mettre en place un accord d'individualisation de l'activité partielle, comme le permet l'ordonnance du 22 avril. Donc, concernant notre protocole sanitaire, pour l'établir, nous nous sommes posé plusieurs questions, mais bien sûr, la principale, c'était comment allons-nous concilier contraintes liées à la Covid-19, obligations de sécurité de résultat et enchantement client. Donc, pour ce faire, nous avons décidé dans un premier temps de désigner un référent Covid. Et ce référent Covid, nous avons la chance, nous, en interne, d'avoir un ingénieur qualité. Car il n'y a pas que des vendeurs de soupe et de sommeil dans l'hôtellerie, il y a aussi des scientifiques. En tout cas, chez nous, nous en avons un qui habituellement est en charge de tout ce qui est HACCP et qui là, en fait, s'est occupé de tout ce qui était protocole sanitaire. C'est lui qui a réalisé toutes nos procédures, toutes les fiches. Vraiment, il a fait un travail extraordinaire et je tiens vraiment à le souligner parce que je pense que sans lui, on aurait vraiment galéré puisque jusqu'à il y a peu, nous n'avions aucune instruction au niveau de notre secteur d'activité en la matière. Donc, parallèlement, nous avons également désigné un hygiène manager. Il s'agira de notre gouvernante générale qui, elle, sera plus spécifiquement chargée de tout ce qui est nettoyage et entretien. Donc, avec ces personnes et bien entendu en collaboration avec les élus, mais également avec les opérationnels, nous avons procédé d'abord à une évaluation des risques poste par poste. Et à partir de là, et aussi des protocoles du gouvernement et des fiches métiers, nous avons procédé à une refonte de nos procédures de nettoyage. Et ça, toujours en collaboration, c'est important avec les élus et surtout les opérationnels. Très important parce que les procédures, elles doivent être réalistes et réalisables, avec en focus la santé et sécurité de nos collaborateurs. Si une procédure s'avérait irréalisable, nous avons pris la décision purement et simplement de supprimer le service. Je donne un exemple, le service voiturier. Aujourd'hui, un client qui viendrait en voiture, il faudrait non seulement désinfecter la voiture, l'intérieur, mais également aérer et faire tourner la clim pendant 15 minutes. Ce n'est pas possible. Et en tout cas, chez nous, qui n'avons pas, comme certains de nos confrères, un emplacement où on peut laisser les voitures devant l'hôtel, nous on est directement sur la rue, ce n'est pas réalisable. Donc du coup, nous on a tout simplement décidé, en tout cas dans un premier temps, de supprimer le service voiturier. Le client sera chargé d'acheminer lui-même la voiture au parking. Bon, ça après, c'est une question de communication vis-à-vis du client. Mais bon, voilà, pour vous dire que la santé de nos collaborateurs prime, en tout cas, sur le service. Donc, en fait, cette crise, finalement, elle nous oblige à réinventer le service et à créer de nouveaux rituels. Donc, soit on les supprime, comme pour les voituriers, soit on aménage, comme par exemple pour respecter la distanciation d'1 mètre qu'il va falloir tenir au niveau des restaurants. Pour notre terrasse de la Rotonde, nous avons décidé d'utiliser, nous avons des gros, enfin pour ceux qui connaissent, nous avons des gros pots de fleurs sur cette terrasse, eh bien, qui jusqu'à présent étaient là pour faire de la décoration. Eh bien, demain, ces pots de fleurs vont servir en fait de séparation végétale entre chaque table. Voilà, ça va être très très sympa, franchement, parce que nos clients, ils viennent chez nous pour rêver, pour être cocoonés, pour se sentir uniques. Ils n'ont pas envie d'avoir l'impression d'arriver à l'hôpital. Il y a déjà le port du masque qui vraisemblablement va être obligatoire dans les espaces. Donc, il faut quand même qu'on puisse les faire rêver, même s'il faut en même temps les rassurer sur les conditions sanitaires que nous mettons en place. Donc, au-delà de la dimension esthétique, plus que jamais, ça va passer par l'humain et la manière dont nous allons aussi interagir avec le client
dont nous allons sourire à travers un masque. Ces dernières années, nous avions beaucoup investi dans des formations certifiantes sur l'excellence dans le service, avec ce qu'on appelle chez nous le cérémonial de service. Donc aujourd'hui, nous sommes en train de l'adapter. Donc par exemple, auparavant, quand un client se présentait, vous lui remettez sa clé, voilà. Hein, il y avait un petit rituel, on remettait la clé, vous savez, à deux mains comme ça. Bon, bah, demain, ça ne sera plus possible puisqu'il faut limiter les transmissions d'objets. Donc nous avons imaginé des contenants dans lesquels il y aura les clés d'un côté, les cartes clients de l'autre. Et le client, donc on lui remettra toujours de la même manière, mais ce sera à lui d'aller prendre sa clé, d'aller prendre son stylo, voilà. Donc ça, c'est vrai qu'on a encore, nous, la chance d'avoir quelques jours, quelques semaines pour réinventer nos cérémoniales de service afin de continuer à transmettre la passion qui nous caractérise tout en garantissant la santé de nos collaborateurs. Et moi, je vous invite tous prochainement, hein, d'ici une quinzaine de jours, à venir déjeuner à la Rotonde, par exemple, ou à prendre un verre sur notre terrasse du bar d'été, afin que vous puissiez juger par vous-même que la promesse aura été tenue. Voilà. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions. Merci beaucoup Valérie. Est-ce qu'il y a des questions qui sont apparues? Alors, je dois vous dire quand même, parce qu'il faut que je partage ce genre de choses, on a des commentaires, des personnes qui nous remercient, considérant que nos interventions sont claires. Et on a eu un commentaire de Laurence Arnaud, hein, c'est le groupe Sésame, qui nous disait qu'il existe des assurances, éventuellement, a priori son groupe ne le fait pas, mais des assurances qui pourraient garantir la responsabilité pénale des dirigeants. Je sais qu'il existe aussi des assurances contre le risque prud'homme. Donc voilà, éventuellement, si on a des informations, je n'ai pas été trop sur ce terrain-là, mais c'est très intéressant, Laurence, ce que tu me dis. Et si on a des informations un peu plus précises, on vous les communiquera, bien sûr. Alors, oui, donc, écoute, Valérie, j'ai l'impression qu'on peut quand même encore venir rêver au Negresco. Bon, moi, j'y rêve à chaque fois que je viens. Et si ces pots de fleurs qui sont magnifiques peuvent permettre quand même de faire cette distanciation, je pense que c'est une belle opportunité de rebondir avec élégance, comme vous savez le faire. Bon, eh bien, après l'hôtellerie de luxe, et je dirais un des joyaux de notre promenade des Anglais, Daniel, je reviens avec toi. C'est toi qui vas finir cette intervention technique avant la série de questions éventuelles. Hein. Donc, je rappelle, Daniel, qu'en plus d'être conseiller spécial du président, tu es directeur général de la société Horstil Light, président de l'UMM Côte d'Azur, et tu vas nous parler des problématiques plus spécifiques liées au secteur de l'industrie. Alors, on t'écoute avec beaucoup d'attention. Il n'y a pas que moi. J'ai dit rebonjour, plutôt rebonsoir, parce que les minutes ont passé et nous sommes passés dans la partie finale de la journée. Oui, j'ai un grand plaisir à participer ce soir donc à ce webinaire, parce que c'est vrai qu'on en a suivi de nombreux dans lesquels on était plutôt dans le besoin de faire survivre nos entreprises dans une période compliquée, très compliquée, où on a parlé beaucoup, bien sûr, de trésorerie, beaucoup de besoin de fonds de roulement, ensuite de marché, hein, c'est-à-dire remettre la pompe en route, et puis presque on en oublierait nos responsabilités qui vont à terme nous revenir comme un boomerang, comme je l'ai entendu tout à l'heure, c'est-à-dire nos responsabilités de chef d'entreprise vis-à-vis du droit du travail en particulier. Donc nous, dans l'industrie, on a eu, alors pour petit rappel quand même, l'industrie est restée active dans notre département à plus de 63%. La grande majorité provenant des acteurs de l'UMM ou dans ce syndicat-là, de la métallurgie, on avait décidé de ne pas stopper nos entreprises et de devoir rapidement, dirons-nous, et pratiquement au fil de l'eau, les mettre en conformité par rapport à toutes les nouveautés que nous avions chaque jour et qui venaient abreuver, dirons-nous, les moyens qu'il fallait mettre en place pour lutter contre un virus dont on connaît toujours pas complètement la totalité, dirons-nous, de la portée. Donc, ce qui veut dire que le 17, le confinement a été prononcé. Le 18, nous avions déjà donc édité un guide pratique à l'UMM
ce qui nous a facilité grandement la tâche, mais qui nous a fait rester en fait dans la zone dans laquelle on a l'habitude de fonctionner, parce que vous savez que l'industrie quand même est porteuse de tous les maux de la planète, parce qu'elle pollue, parce qu'elle dégraisse, elle fait des charrettes, parce qu'elle est, enfin bon, grosso modo, si on pouvait ne pas en avoir, ça serait bien, mais bon, quand on rappelle quand même qu'elle représente aujourd'hui un quart du PIB national, c'est quand même important quand même peut-être de la garder. Et quand on voit que quand on est en pénurie de masques, il faut qu'on aille attendre les masques des Chinois pour pouvoir, dirons-nous, faire face à une simple banalité de fabrication d'un masque, on peut se poser des questions réellement sur l'utilité de la totalité des moyens dont doit disposer une population. Donc, nous avons donc décidé de continuer l'activité, et pour la continuer, et cette, dirons-nous, décision qui a été prise dans ce syndicat nous a permis, au fur et à mesure que le Covid avançait tristement, de pouvoir adapter les moyens, entre guillemets, de protection de nos salariés dans l'entreprise. À tel point que le 20 mars déjà, au niveau syndical, nous signions avec les organisations syndicales hors CGT la totalité d'un accord de fonctionnement dans les entreprises, que dernièrement, le 18 mai, nous avons proposé en accord avec la totalité des organisations syndicales, donc aujourd'hui CGT comprise, une orientation sur un nouveau dialogue social, parce que comme vous disais Marielle tout à l'heure, on a bien compris que ce Covid, hormis le fait qu'il était dévastateur sur le plan humain et également psychologique, nous fait prendre conscience qu'on ne peut pas faire sans les autres, et que cette, dirons-nous, orientation mondialiste qui s'est dessinée à travers les années qui viennent de passer, a trouvé un frein humain. Non pas un frein technique, non pas un frein financier, mais un frein humain, qui est de se dire quelle est notre place dans la société, que suis-je à travers mon entreprise, et que sont mes salariés dans l'entreprise par rapport, dirons-nous, au territoire dans lequel ils se trouvent. Et là, on remet dirons-nous, en exergue la relation humaine qui transparaît dans toutes les discussions qu'on a entendues jusqu'à maintenant, comme étant le point central d'une réussite en sortie de ce Covid, mais surtout en prémisse de nouvelles crises qui pourraient arriver dans un nouveau modèle que nous devons imaginer. Donc, ce fait, pour faire simple, dans le territoire, 63% des entreprises sont restées en activité. Elles ont mis en place les mesures au fur et à mesure qu'on a avancé pour arriver aujourd'hui à, dirons-nous, un guide qui s'est, dirons-nous, épaissi, vous l'avez bien compris, hein, comme on sait bien faire en France, mais de par les nouvelles connaissances qui arrivent tous les jours, ça nous a permis d'être à la page en termes des moyens et des besoins, mais qui est fait que l'industrie redémarre de manière assez linéaire, on va dire. Elle n'a pas subi une cassure comme certaines autres branches qui, par obligation, ont dû arrêter. Nous avons cette chance de pouvoir, dirons-nous, être sur une progression, hormis ce que vous entendez tous les jours à la télévision, les grands secteurs qui sont fortement touchés, l'automobile, l'aéronautique, l'énergie, où là, réellement, on aura des questions à se poser sur le devenir français dans ces domaines. Donc, sur la partie entreprise, on n'a rien fait de particulier, si ce n'est que d'appliquer, en règle de base, les consignes d'État, qui étaient au départ les premières qui avaient été dictées par l'Organisation de la Santé, et ensuite, après, celles qui venaient d'évidence à travers le comité scientifique, au niveau des gestes barrières, des distanciations, de désinfection de poste. En fait, tout ce que vous avez et tout ce que nous avons mis en place dans nos entreprises, car aujourd'hui, je pense que personne n'est à la traîne, ou alors si, pour quelque part, vous le seriez encore, ça serait presque, dirons-nous, anormal, ou alors vous êtes resté en hibernation jusqu'à maintenant, parce que tout ce qu'on a entendu depuis 2 mois, on était plus dans l'exagération que dans la modération. Donc, grosso modo, comme disait Marielle, on a fait plutôt plus que plus moins. Hein. Donc, à ce jour, je ne pense pas qu'on soit, dirons-nous, à amener plus d'éléments que ça en termes d'industrie. Par contre, l'UMM, vous savez qu'on est très acteur hein, auprès des ministères santé, bien sûr, et emploi. Grand nombre des mesures qui sont édictées sont écrites par quelques mains de chez nous, parce que nous avons une expertise sociale depuis une longue date, et sans pour autant se l'approprier. Nous sommes toujours acteurs et à la connaissance un petit peu, à la source de ce qui peut nous arriver. Et nous avons été, dirons-nous, assez lobbyistes pour essayer d'imaginer que nous pourrions, entre guillemets, répondre à nos chefs d'entreprise qui, après avoir continué l'activité, sont venus taper à la porte en nous disant on continue, mais on commence à parler de la responsabilité pénale du chef d'entreprise. Vous avez quoi à répondre à ça? Alors c'est vrai que là, on s'est trouvé un petit peu couac et il a fallu commencer à travailler au corps les ministères pour avoir une réponse. Et là, des réponses, on n'a pas eu des très concrètes. Et même à la rigueur, largement en deçà de ce que l'on espérait. Nous espérions carrément être dans la formalisation de l'obligation de moyens avec une validation claire, nette et précise du dégagement de notre responsabilité sur les résultats.
Là, même si l'amendement du 9 mai est venu, comme tu disais Marielle, mettre un petit peu d'eau dans le vin, on est très très loin de ce qu'on espérait. Et si on lit l'article, l'amendement du 9 jusqu'à la fin, on se rend compte quand même que le juge reste seul arbitre de sa décision finale. Je vous laisse envisager tout ce qu'on peut y mettre derrière. À tel point que nous avons axé tout notre espoir sur un lobbying fort sur la révision du Code du travail. Il n'est plus à quelques pages près, parce que dans le Code du travail, on s'exprime clairement sur le risque biologique. D'ailleurs, tout à l'heure, tu l'as cité sur la Cour d'Aix qui a tranché sur cette approche. Celui-là, il est clairement défini aujourd'hui. Il a été largement travaillé par la Directe et la DREAL. Aujourd'hui, il manque un pavé. Il manque le risque, dirons-nous, entre guillemets, pandémique. On est dans une pandémie. Et le risque pandémique, s'il venait à être édicté dans le Code du travail, ne nous enlèverait pas le risque d'être condamné, mais au moins mettrait un cadre et permettrait à Marielle, si elle devait travailler et nous soutenir dans une condamnation potentielle, d'avoir au moins de quoi supporter, dirons-nous, un plaidoyer basé sur des éléments qui sont enregistrés dans le code. Et ça, on espère, on continue à espérer qu'on aura gain de cause sur cette approche-là, qui ferait que l'inspection du travail, associée éventuellement, dirons-nous, à la juridiction, ne pourrait pas nous opposer systématiquement tout et n'importe quoi, simplement sur l'intime conviction du juge in fine, quoi. Donc ça, c'est un point sur lequel nous travaillons sérieusement et vraiment qui est capital. Donc, si on doit faire simple, aujourd'hui, on a en globalité, parce que je ne vais pas trop rentrer dans le détail comme Marie l'a dit tout à l'heure, je pense que des questions seront posées derrière et on pourra avancer sur le sujet, mais si on doit vraiment résumer ce qui paraît fondamental dans la globalité des éléments qui ont inondé nos boîtes mail au point de nous rendre anxiogènes dans ce pays, les plus anxieux d'Europe, quand même soulignons quand même qu'on a toujours quelques palmes intéressantes à soutenir. Il faut absolument, comme disait Marielle, qu'on travaille sur le document unique. Sachez faire votre état des lieux. Indispensable. L'état des lieux, c'est chez vous, c'est pas à côté, elle l'a dit. Par rapport à ça, vous en définissez donc l'évaluation et vous le couchez sur le papier. Vous avez éventuellement des fiches aujourd'hui qui ont été produites. Ces fiches, elles doivent être proposées, travaillées et mises en application avec vos salariés, avec reçus en main propre. Grosso modo, vous verrouillez la transmission de l'information. C'est obligatoire, on sait le faire, mais il faut l'appliquer maintenant pour tout le monde. Les structures un peu plus, dirons-nous, rigides comme celle de l'industrie, nous le faisons depuis des années. Il faut maintenant que ça devienne une évidence pour tout le monde. Parce que rappelez-vous, l'histoire de l'amiante, c'était pour l'industrie. L'histoire du Covid, c'est pour toute l'économie. Donc tout le monde sera touché de la même manière. Aujourd'hui, les gens payent pour l'amiante, alors qu'ils pensaient simplement avoir isolé leur établissement. Imaginez-vous les retombées potentielles. Donc ça, il faut vraiment que vous ayez en tête ce document unique pour ceux qui l'avaient traité un petit peu à la va-vite. Remettez-vous-y dessus, c'est le moment de le faire. Et sachez que quand même, il est intéressant d'imaginer toutes les démarches que vous ferez en concertation avec, bien sûr, vos représentants du personnel ou même avec vos équipes, si faibles soient-elles. Soyez en cohésion sociale totale. Ce nouveau modèle, il me paraît venu à propos, même si le Covid, aujourd'hui, on peut malheureusement que le déplorer, il nous amène ce discours social qui est un discours de progrès. Donc, profitons-en. En France, on a toujours été en avant-gardiste sur le sujet. Certaines têtes étaient tombées, il fut un temps. Sachons aujourd'hui faire tomber un virus à travers cette opportunité qui nous est donnée. N'oubliez pas que pour rédiger ce que vous ne savez peut-être pas rédiger, vous avez la médecine du travail, vous avez la directe, vous avez l'inspection du travail. N'attendez pas qu'ils viennent chez vous pour vous contrôler. Intervenez auprès d'eux pour avoir de l'information, non pas pour vous dédouaner, mais pour réellement avancer de manière concrète, rapide et, dirons-nous, définitive sur un sujet sur lequel vous seriez un petit peu, dirons-nous, à la recherche du bon procédé sur Facebook, Twitter ou chez vos copains les plus proches. C'est pas forcément les meilleurs payeurs. Allez plutôt chez ceux qui, aujourd'hui, ont la reconnaissance de l'État pour aller contrôler ou argumenter dans les entreprises. Ça me paraît être important. Et pour terminer, malheureusement, il restera un quatrième point sur lequel je dois conclure, c'est la juridiction. Alors là, je vais faire comme Marielle, je finis pas forcément avec une note positive. Le juge décidera. Le juge décidera et là-dessus, on n'a aujourd'hui rien pour affirmer quoi que ce soit. Vous voyez ce qui s'est passé chez Amazon, mais plus particulièrement ce qui s'est passé chez Renault, où Renault a été au référé, donc condamné à fermer son établissement, simplement pour une question de formalisme.
surtout pas pour une question ni sanitaire, ni de mise en place des moyens qui étaient parfaits et même exemplaires, mais simplement parce qu'ils avaient oublié d'annoncer le jour J, au niveau des organismes sociaux, la mise en place des nouvelles mesures. Donc, grosso modo, dans l'urgence, comme disait tout à l'heure Gaëtan Maillet, dans l'urgence, on compte bien faire, on a mis en place toute la structure qui va bien parce que c'est le Covid qu'on veut combattre. On veut assurer la sécurité de nos salariés, puis derrière, on oublie d'envoyer la lettre au bon moment, à la bonne date, et puis derrière, on s'est retoqué parce qu'on reste en France, et qu'en France, la juridiction, des fois, elle aime bien la procédure. Donc, voilà, chers vous tous, les éléments de manière très, très, très condensée qui ont fait la vie de 4 secteurs de votre territoire. Vous l'avez bien compris, le commerce à travers Gaëtan, l'hôtellerie à travers, donc, Valérie, le bâtiment à travers, donc, Patrick, moi, pour l'industrie. Vous savez que ces 4 secteurs maillés nous permettent de faire travailler grand nombre de services. Nous avons besoin tous ensemble de continuer à avancer, dirons-nous, serein. Et je suis très heureux de voir que grand nombre de juristes aujourd'hui se sont donné la main pour pouvoir nous épauler, parce que c'est compliqué. Mais surtout, ne rentrons pas dans un système anxiogène. Restons responsables. Oui, on a connu bien d'autres problèmes. Restons responsables. Je pense que nous savons ce qu'il faut mettre en place. Nous ne sommes pas des scientifiques. Mais par contre, nous ne dénigrons pas, sous prétexte d'en avoir marre d'avoir toujours des choses à faire parce qu'on est chef d'entreprise, ne dénigrons pas un problème sanitaire qui là peut être gravissime in fine, parce que ce n'est pas dans 1, 2, 3 ans, disait Marielle, c'est peut-être dans 10 ans qu'on viendra nous chercher. Soyons très, très, très prudents. Merci. Merci beaucoup Daniel pour ton coup de projecteur sur tout le domaine de l'industrie qui a été lui aussi particulièrement, mais qui n'a pas arrêté complètement parce que je pense que surtout les gros porteurs, les grosses entreprises qui ont arrêté, qui doivent redémarrer, c'est à mon avis encore un peu plus compliqué que ceux qui, comme vous, n'ont pas arrêté, qui ont au fur et à mesure, au fil de l'eau, amélioré leur processus de protection des salariés. Et imaginez-vous que les salariés, quand ils ont été arrêtés par obligation sur une période longue, sont inquiets. Comment expliquer à un salarié le 17 mars qu'il y a danger pour lui parce qu'il y a le Covid et lui dire aujourd'hui tu peux revenir, il n'y a pas de problème, alors qu'on nous dit que le Covid est toujours là. En fait, là, c'est prendre les gens ailleurs pour des imbéciles. Donc, comme on n'est pas dans cette dynamique-là, on veut bien sûr leur démontrer qu'on va mettre à leur disposition tout ce qu'il faut. Mais là, la nature humaine est ainsi faite que la préservation, entre guillemets, comme on dit, de l'espèce, elle a un sens. Hein. Le darwinisme, là, apparaît à toute sa splendeur. Hein. Non, mais tu as raison. Alors, je vais juste rebondir sur une dernière chose, ce qu'on appelle l'appréciation souveraine des juges du fond. Les juges, que ce soit en première instance ou en appel, parce que là, on sera devant des juridictions répressives, ils vont regarder les éléments de preuve. Alors, bon, j'ai passé l'âge d'être naïve. Hein. On peut le faire en début de carrière. Bon, à mon âge, après 30 ans, on ne peut plus être trop naïve. Je pense qu'ils vont regarder ce qu'on appelle, indépendamment des critères que je vous ai déjà développés, sur lesquels je ne vais pas revenir, bien sûr, le critère de bonne foi. Donc, je pense qu'il n'y aura pas le même genre de traitement entre une PME ou une société cotée qui a 20 000 salariés ou même 3 000 salariés, des DRH, des DAF et tout ça, et une TPE qui a 12 salariés. Je pense qu'il n'y aura pas la même appréciation des choses et c'est légitime parce que vous n'avez pas dans une TPE un DRH, un DAF. Bon bref, déjà si on a un avocat, un expert comptable, alléluia. Donc ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention et si vous êtes de bonne foi, et je pense que c'est une notion qui va revenir, voilà, on va considérer que vous avez fait le maximum de ce que vous pouvez. Voilà. Et donc ça, ce maximum, si vous connaissez votre job, là c'est votre chef d'entreprise, vous connaissez vos entreprises, vous connaissez votre domaine d'activité, je pense que là, il en sera tenu compte. Alors, j'ai pu savoir qu'au niveau de ce qui avait été dit tout à l'heure, les zones vertes, donc nous sommes en zone verte à Nice, donc nous allons pouvoir réouvrir le 2 juin les restaurants, les plages, les musées, le théâtre, et a priori la zone de 100 km de distance au-delà de laquelle on ne pouvait pas aller, a été supprimée. Il y aura un deuxième timing sur le 22 juin, puisque jusqu'à présent, les discothèques, les stades et tout ça n'ont pas le droit de réouvrir. Et il faudra attendre le 22 juin pour se réunir à plus de 10 personnes. Voilà. Je n'ai pas eu le temps de vous imaginer bien, parce que j'étais avec vous. Hein. Donc, j'ai pris des renseignements à droite à gauche. Voilà à peu près ce que j'ai pu retenir. Et vraiment, que ce soit près de vos syndicats, il ne faut pas rester seul. Parce que seul, on ne peut pas faire face à ça. Et les salariés, effectivement, vous aurez 2 catégories de salariés. Certains qui seront extrêmement inquiets. Et c'est pour ça que pour ceux-là,
A fortiori, je ne parle pas des salariés vulnérables, hein, parce que ceux-là, j'en ai pas parlé, mais les salariés vulnérables, il faut les hyper protéger. Et s'ils veulent rester en télétravail, il va falloir au maximum adapter vos entreprises pour qu'ils puissent rester en télétravail, parce que ceux-là, ils sont plus vulnérables que les autres. Donc là aussi, il va falloir mettre en place ce que Valérie nous a dit, ce que Gaëtan nous a dit, et d'ailleurs ce que les 4 intervenants vous ont dit, que quel que soit le domaine d'activité, de l'écoute. Pas le passage en force, ça c'est pas possible. Et dites-vous bien une chose, c'est que la plupart du temps, l'inspection du travail, elle vient pas par hasard chez vous. Elle vient parce que la plupart du temps, il y a un salarié qui s'est plaint. Si votre salarié, il est heureux, parce que dans l'entreprise, il a l'impression que vous avez fait le maximum de ce que vous pouvez faire, il va pas aller se plaindre à l'inspection du travail. Vous n'allez pas avoir un contrôle. Donc, la boucle est bouclée là. Il faut vraiment faire preuve de concertation, de communication. Et on se rend compte que surtout dans les couples d'associés, les couples maritaux ou dans les entreprises, le premier problème, c'est la communication. Alors comme on a la tête dans le guidon, les chefs d'entreprise, qu'on soit profession libérale, artisan, commerçant, on a tous la tête dans le guidon, on n'a pas le temps de communiquer. Et là, il s'enchaîne, dans le meilleur des cas, des malentendus, dans le pire des cas, des conflits. Et des départs qui vont finir dans le prud'homme. Tout ça parce qu'en amont, il n'y aura pas de communication. Après, pour faire un résumé, oui, il y a des mauvais pushers, si vous m'excusez l'expression, tant du côté salarié que du côté employeur. Hein. Mais en tout cas, nous, les employeurs, on ne peut pas vivre sans nos salariés qui nous aident à travailler. Et les salariés, sans nous, les employeurs, ils ne peuvent pas avoir un emploi. Donc, on est condamné à être solidaire. Et si on ne le comprend pas, les sanctions vont être extrêmement graves. Hein. Et là, je ne veux pas parler de chiffres parce que je n'ai pas du tout envie de finir sur une note négative, hein, mais je pense qu'il va y avoir quand même quelques mois extrêmement compliqués quand les aides seront finies, quand les activités partielles seront finies, quand les suspensions de charges et de crédits seront finies, quand il va falloir revenir dans la vraie vie et non seulement payer les charges actuelles, mais payer celles qu'on a suspendues. Donc là, si on n'explicite pas, il faut parler avec les salariés, y compris des éventuels problèmes économiques, parce qu'après, il y aura peut-être la deuxième période qui va être les licenciements. L'activité partielle a évité de passer à l'étape des licenciements, mais on va passer à l'étape des PSE, on va passer à l'étape de tout cela. Donc il faut vraiment essayer de le faire dans la concertation, sinon ça va encombrer les tribunaux, qui eux aussi fonctionnent comme ils peuvent. Moi, j'ai fait une visioconférence ce matin, ça s'est très bien passé, ça évite de perdre du temps. Mais voilà, donc maintenant, je vais voir avec Lolita. Ariel, juste une chose, ce que tu viens de dire, c'est important. On ne pourra pas éviter des PSE. On va avoir des entreprises qui ne pourront pas tenir le cap. Le gros problème qu'on va avoir, c'est que la France est ainsi constituée sur le plan, dirons-nous, de la réglementation du travail, que dès lors qu'on est dans ces phases, entre guillemets, dites compliquées, la possibilité pour un salarié de pouvoir s'en sortir dans les meilleures conditions, c'est de faire jouer tous les moyens qu'il a à sa disposition. Certains avocats, d'ailleurs, jouent le jeu aussi, hein, dans ce sens-là. Et donc là, la porte, entre guillemets, Covid-19 est une main tendue assez sympathique. Hein. Donc, on peut discuter tant qu'on veut. Quand on arrive au stade où on licencie, la discussion, elle porte toujours sur un différend qui est soit on part avec suffisamment, dirons-nous, de sonnant et de trébuchant, mais si l'entreprise va mal, et quelle est jusqu'où iront, dirons-nous, les revendications et sur quel point porteront-elles. C'est là où ça peut être inquiétant. Et nous, on sait que on fait une petite projection à l'UMM. On se dit, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de rapprochement social et on essaie de travailler beaucoup avec les organisations syndicales pour que on évite de les avoir en face de nous, parce que quand on est au prud'homme, c'est bien elles qu'on a en face de nous. Hein. Donc, il faut vraiment qu'on comprenne que dans cette démarche, on a beaucoup plus à perdre à rentrer dans le jeu habituel, je dis bien habituel, qui est la confrontation entre chef d'entreprise et le salarié dans ces moments compliqués, que celle qu'on pourrait imaginer due à cette crise sanitaire. Je vais juste rajouter un dernier point sur les pertes d'exploitation, parce que là aussi, la nature humaine étant ce qu'elle est, on essaye de voir, et pour les entreprises qui relèvent du secteur hôtel, café, restaurant, qui sont encore fermées, qui vont pouvoir ouvrir dans quelques heures, mais qui sont encore fermées, il est bien évident que c'est plus compliqué pour ceux que par exemple, dans mon domaine d'activité, j'ai pu continuer à travailler, donc c'était beaucoup moins pénalisant. Alors, on a toujours des sirènes qui nous... Voilà, donc là aussi, avant de partir dans des contentieux, hein, parce qu'un contentieux, ça coûte cher, faites auditer vos contrats d'assurance. Vous ne partez pas comme ça en vous disant « ça y est, je vais me faire mon assureur ». Parce que d'abord, il y a très peu de contrats qui, à mon avis, sont susceptibles d'avoir une faille, très peu, mais il y en a. Donc voilà. Donc là aussi, on va revenir sur des notions d'éthique,
d'équilibre. Ça peut être tentant d'imaginer que le copain, il a considéré que. Je veux juste dire que la première décision qui a été rendue contre AXA, on est sur une ordonnance de référé de mémoire, parce que je ne suis pas l'avocat de l'histoire, et on est effectivement sur une décision de justice qui n'a pas autorité de la chose jugée. Donc, allons-y tout doucement. Si vous avez des avocats habituels avec lesquels vous travaillez habituellement, interrogez-les, envoyez le contrat, demandez-leur d'auditer ce qu'il en est, et après, avec une consultation d'un avocat qui aura engagé sa responsabilité, vous pourrez prendre une décision. Mais on a toujours l'impression que le copain, il a trouvé une super idée, qu'il a un super meilleur avocat. Voilà, donc il va falloir être raisonnable là-dessus aussi. C'est pas en tapant sur la tête du voisin qu'on va s'en sortir beaucoup mieux. Hein. Alors c'est vrai que c'est tentant les assureurs, mais c'est une profession comme une autre, c'est des chefs d'entreprise comme une autre. Si ça marche pas et que le contrat est pas bon, ça sert à rien d'aller perdre 5 ans dans les tribunaux. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions, Lolita? Pas de questions, on a des remarques, notamment une de M. Bernard Salombo qui dit, pour info, alors attendez, du coup, oui, ça se perd. Donc c'est M. Charles Palanca qui dit, même si les PME, PMI, nous ne sommes pas arrêtés, nous sommes en interaction avec les GC et l'économie générale qui doit absolument démarrer, car nous mesurons une chute de notre chiffre d'affaires malgré toutes nos bonnes volontés. Bien oui. Ensuite, on a Marlène Renaud qui dit « Il n'y a pas seulement les institutionnels de type direct, médecine du travail, il y a des experts métiers, comme les cabinets de consulting qualité spécialisés en santé et sécurité, qui travaillent avec les consultants qui certains sont IPRP, le cabinet CQS notamment, qui a animé un sujet en ce sens. » Et donc, elle invite à consulter et cliquer sur le site pour voir la contribution après l'excellente conférence animée par le cabinet WABG et les intervenants de qualité. Et on a ensuite des remerciements et beaucoup de gens qui sont d'accord avec notre intervention et qui sont ravis. Bon, bah écoutez, on s'est donné du mal, à vrai dire, on ne va pas la jouer facile. Hein. On a travaillé, on a fait une répétition générale, enfin, on a essayé de bosser et d'être pragmatique, accessible et de vous permettre, je vois le docteur Salangro, hein, donc il sait que je porte beaucoup de respect et beaucoup d'attention aux médecins du travail, qu'il représente extrêmement bien. Et franchement, il faut qu'on rétablisse un dialogue parce que de toute manière, les mettre de côté, c'est contre-productif. Ce sera notre interlocuteur. Alors, on a effectivement les cabinets comme CQS qui sont des experts qualité qui vont permettre de vous guider. Et là, je pense que c'est pour ça que les réseaux sont importants. Et on parle de réseau, on a commencé par l'UPE, Daniel, on va finir par l'UPE. Le réseau de l'Union patronale. Si tu as raison, si on parle tellement bien, on voit que tu rentres au sein de l'administration et de droit, hein, parce que réellement, aujourd'hui, c'est vrai que Marielle, elle fait son job là, mais elle fait plus que son job, parce qu'elle est experte de ce qu'elle amène, mais dans un contexte très particulier, dans lequel on est arrivé quand même pendant 2 mois à avoir jusqu'à plus de 100 personnes sur des webinaires, donc on voit que, bon, c'est vrai que pour certains, on ne savait pas trop quoi faire chez eux, donc c'était ça ou rien peut-être, mais on a mis en place une dynamique qui fait que l'exploitation maintenant de l'information, elle devient de plus en plus fine et l'idée qui en rejaillit, eh ben, elle cadre parfaitement avec l'esprit que l'UPE porte. Hein. Vous savez que le réseau a un sens, hein, que tous ensemble on est bien plus fort. Le problème c'est de savoir ce que veut dire ensemble et ce que veut dire fort. Dans cette période-là, le mot ensemble, je pense qu'il a été évoqué soit aussi bien par Gaëtan quand il a parlé de tout ce que Decathlon a fait à travers la planète, que Valérie en nous disant ce qu'elle entendait être dans la relation humaine avec dans un métier très complexe, hein, qui va demander beaucoup de mutations. Et puis ensemble, eh ben, c'est l'écosystème territorial. Je pense qu'on a la chance d'être dans un territoire très riche et qui a su passer de nombreuses crises parce que nous avons non pas une spécificité qui fait que quand cette spécificité-là est touchée, tout s'écroule. Nous avons la possibilité de pondérer en fonction des problématiques que le monde ou la France connaît. C'est pour ça d'ailleurs qu'on nous remarque, qu'on nous, des fois, déteste un peu plus haut dans le Nord parce qu'on nous dit comment vous faites là où vous êtes, mais c'est parce que vous tous, vous êtes impliqués, fortement impliqués, et pour cela, je vous en remercie au nom de l'UP et de son président. Donc, dernière chose, des entreprises qui sont encore présentes, ceux qui ont attendu jusqu'à maintenant pour nous quitter. Eh bien, si vous n'êtes pas encore adhérent de l'UP, moi je le suis très récemment, hein, ça fait 1 an, donc on ne peut pas dire que voilà, mais ça fait très longtemps qu'en revanche, j'aime aux entrepreneuriales, je suis une fidèle des premières heures des entrepreneuriales. On ne sait même pas encore cette année si ça va pouvoir, enfin bon, là-dessus on avancera et on communiquera. Mais je veux dire, adhérer à l'UP, l'UP a quand même une spécificité, je ne sais pas si tout le monde le sait, c'est que c'est la réunion de la CPME et du MEDEF.
Alors d'habitude, il y a les PME d'un côté, les grandes entreprises, les TPE de l'autre. Là, on a réussi au niveau local à réunir les grandes entreprises et les plus petites entreprises qui ont des problématiques qui quelquefois se rejoignent totalement. Et en tout cas, les petites ont besoin des grosses et les grosses ont besoin des petites. Donc voilà, et puis comme on ne pourra pas partir au bout du monde pour rêver aux Seychelles ou aux Maldives, moi je trouve qu'on rêve très bien au Negresco. Donc je fais un tout petit cocorico parce que là vous pouvez être certain qu'au niveau des règles sanitaires, ça sera nickel chrome. Et pareil, je veux dire, autant faire intervenir des sociétés du coin, autant travailler avec des gens du coin parce que de toute manière, on aura au moins une solidarité de territoire. Donc voilà, le dernier mot que je partagerai avec vous, c'est adhérer effectivement à l'UP parce qu'on est plus fort, plus on est de société, plus on a une représentativité nationale. Hein, moi, je vois par exemple les avocats, on ne sait pas se syndiquer, on est très peu syndiqués, résultat, personne ne nous écoute. On est très doué pour nos clients, alors pour nous, on est archi nuls, majoritairement, même si ça s'arrange ces derniers temps. Donc, je veux dire, plus l'UP sera représentée, plus il y aura d'entreprises, d'adhérents directs à l'UP, plus on aura de chances d'avoir une crédibilité sur notre territoire. Et donc, plus on fera des rencontres et on pourra travailler ensemble. Et à mon avis, c'est l'intérêt de tout le monde, puisqu'on a quand même des spécificités à Nice qui ne sont pas forcément les mêmes qu'à Roubaix. Ils ont d'autres problématiques. Eux, ils ont problématiques de tous les dépôts de bilan qui arrivent avec les camailleux, avec les orchestras, avec toutes ces boîtes, la halle et tout ça. Donc, oui, il y aura les plans sociaux. Oui, faites-vous aider par les professionnels qui doivent vous aider à être à vos côtés. N'ayez pas peur de parler honoraires, combien ça coûte, parce que de toute manière, j'espère que vous avez tous essayé de faire des PGE pour tenir en trésor, hein, appelons un chat, parce que là, les délais de traitement, les délais de paiement vont être de plus en plus longs. Et essayons de, voilà, l'UP est un bon endroit pour expliciter nos problématiques. Quand on a des syndicats professionnels, on ne parle que d'une seule. Hein, dans l'industrie, ils parlent d'une. Dans le BTP, ils en parlent de l'autre. Les hôtels, cafés, restaurants. À l'UP, on a toutes les problématiques. Donc, je pense qu'on a une transversalité beaucoup plus importante. Voilà, il n'y a toujours pas de questions? Non, que des remerciements. N'oublie pas, Marielle, que la solidarité, tu l'as proposée, elle est incarnée par et après, hein, qu'on a monté à l'UP. C'est-à-dire, donc, l'idée entre nous, c'est de pouvoir faire corps, mais vraiment. Sachez que j'ai demandé à ce qu'on mette des indicateurs. Je suis toujours un petit peu embêtant là-dessus. Moi, j'aime bien mesurer. Parce que entre parler et faire, il y a toujours un grand écart. J'aimerais bien qu'on fasse. Franchement, si on y arrive, on serait exemplaire au niveau national, mais surtout exemplaire au niveau de ce qu'on porte. J'ai vu grand nombre d'entre vous le plébisciter à travers leur tweet, leur Facebook. Ben, il suffit de le mettre en application et si on y arrive, on aura fait un grand pas dans une reconnaissance qu'on aura méritée parce qu'elle dépendra que de nous. Est-ce que de nos intervenants, quelqu'un veut dire un mot de la fin, a envie de partager quelque chose? Ouais, je vais juste rajouter parce que j'ai oublié quelque chose. Et quelque chose qui est important aussi, on a parlé beaucoup de mesures sanitaires, on a peu parlé de chômage partiel. Mais en tous les cas, nous, on voit déjà débarquer les inspecteurs du travail, commencer à observer et à regarder si on a bien respecté le chômage partiel. Donc, je vous engage aussi à vérifier ça et à bien matérialiser, encore une fois, dans des documents, pourquoi vous avez mis la personne en chômage partiel, pourquoi celle-ci, elle était à 20%, pourquoi celle-ci, elle était à 30%. Voilà, donc voilà. Sachez aussi qu'ils ont des moyens pour le télétravail et qu'aujourd'hui, ils observent ce point-là. Si vos collaborateurs ont été connectés avec des ordinateurs personnels, du moins professionnels, ils savent que les gens ont travaillé. Donc, attention aussi à ce point-là. Je voulais juste, voilà, nous, on a été bien mis en garde sur ce sujet-là parce que ça commence à débarquer. Et donc, voilà, pas plus tard que la semaine dernière, c'est Boulanger qui est passé au crible chez nous, là, dans le Nord. Donc, on est responsable aussi de ne pas faire travailler les gens quand ils sont, je dirais, en chômage partiel ou s'ils sont en chômage, il faut les réactiver. Et c'est aussi très, très long de faire réactiver les gens quand ça fait 2 mois et demi qu'ils n'ont pas été au travail. On le voit chez nous, c'est compliqué. L'engagement, même si chez nous, l'engagement est fort, l'engagement n'est pas pour tout le monde. On le voit, hein, beaucoup de gens viennent en magasin, donc ça veut dire qu'ils sont au chômage partiel. Et donc, on est un peu débordé. On leur dit, il faudrait peut-être venir nous aider aussi. Donc, il y a même des collaborateurs qui viennent en magasin. Donc, on se dit, ouais, mais tu vois, nous, on est sur le terrain. Donc, voilà. Et en tant que chef d'entreprise, je pense bien regarder ce qui se passe sur le terrain. Voilà un petit peu les dernières infos que je peux vous passer parce que c'est très pénal, important. Hein. Et c'est du pénal. Hein. Et c'est du pénal. On est dans le sujet, là. Voilà. On est dans le sujet. Et on n'est pas dans le sanitaire, on est dans le détournement des fonds publics. Exactement. Et donc, voilà. Donc, je pense que là aussi, au niveau de l'éthique, hein, parce que ça, c'est de l'éthique, hein, sinon, c'est des déclarations mensongères en plus. Hein. Donc, c'est important, tu as très bien fait de le rappeler. Valérie, un petit mot de la fin? Écoutez,
nous vous attendons tous très prochainement. Au plaisir de pouvoir vous accueillir et de vous faire rêver dans notre belle maison. Merci Valérie, on sait que c'est magnifique. Patrick? Oui, non, rien de particulier. On a été vraiment complet, je pense, sur tous les secteurs d'activité et bravo à tous encore. En tout cas, ça permet de recadrer et surtout de mettre vraiment nos responsabilités. Une fois de plus, hein, on est confronté à la mise en avant de nos responsabilités. Et avec ça, ça permet une personne avertie, on veut toujours mieux que deux. Donc, c'est très important et de faire, de pouvoir qu'on puisse perpétuer tout ce qui a été dit. Là, il faut l'espérer que ce soit. Et ça, nos syndicats, nos fédés, elles vont pousser le mot parce que c'est vrai que c'est très important pour les. Parce que beaucoup ont voulu être ce soir avec nous, mais n'ont pas pu parce qu'ils avaient repris leur activité. Et du coup, c'est vrai que c'est dommage parce qu'on a appris en tout cas beaucoup de choses. Merci à tous. C'est vrai, mais bon, ce webinaire est enregistré. Il sera sur la chaîne Exactement. YouTube de l'UPE. Donc, ceux qui l'ont loupé, mais qui sont quand même intéressés, vous pouvez passer l'information. Oui. Ils peuvent se connecter. Ça sera, généralement, c'est fait sous 3-4 jours maximum. Élodie est extrêmement réactive. Et donc, voilà, ben, je vous remercie à tous. Je vous remercie parce qu'il y a plein de mots extrêmement sympathiques pour nos interventions. Donc, ça veut dire que vous les avez appréciés. Il n'y a pas beaucoup de questions, ça veut dire qu'on a été clair. Et voilà, on vous l'a dit, on s'est donné du mal pour préparer ce webinaire parce que l'enjeu est de taille, que tout le monde commence à parler de cette fameuse responsabilité pénale. Donc, à la fois, on voulait dédramatiser la situation et surtout faire de la prévention. Voilà, c'était ça l'objectif du webinaire. Et vous dire comment certains ont déjà fait, d'où des interventions croisées, théoriques et techniques comme la mienne, parce qu'il fallait bien déterminer le cadre. Et après, le vrai vécu des chefs d'entreprise, comment ils l'ont vécu, chacun dans leur domaine d'activité. Donc, merci à vous tous. Daniel, en tant que conseiller spécial du président, tu dis le mot de la fin? Écoutez, j'espère que ce genre de réunion, on en fera très peu, hein, parce que les sujets traités, franchement, il y en a plein d'autres bien plus sympas quand on est chef d'entreprise. On assume nos responsabilités en gardant le sourire, et puis on va continuer, entre guillemets, à vous aider et à vous aiguiller pour que les jours qui viennent, à travers les remontées d'expérience qu'on va avoir, Gaëtan vient nous en donner une, par exemple, sur les contrôles, il va falloir qu'on soit très riche sur ces remontées d'informations pour qu'on s'aguerrisse éventuellement des dirons-nous, des petits réglages qu'il faudra mettre en place pour simplement démontrer qu'on a été à la hauteur de l'enjeu. Merci à toutes et à tous. Merci, au revoir, bonne soirée, prenez soin de vous et de vos entreprises. Bonne soirée, merci. Au revoir. Bonsoir.